Alors, avant même de commencer, je tiens à remercier tous les gens qui m'ont présenté leur condoléances pour ma maman, qui est partie un peu subitement du Covid, effectivement. C'était pas, ouais, c'était un peu subite pour tout le monde. Le, donc, j'ai reçu des centaines de messages au sens propre, peut-être même plus de 1000, j'en sais rien. Je ne peux pas répondre à tout le monde. Donc, en fait, merci à tout le monde, à tous ceux qui m'ont écrit. Et enfin, c'est pas, enfin, je ne veux pas vous éviter là, c'est juste que je ne peux pas. Techniquement, c'est juste pas possible. Il y a même des messages qui ont disparu tellement il y en avait. Donc, merci à tous. Voilà, on va commencer par la présentation maintenant. Voilà, c'est bien, ça m'a bien mis dans le mou là. Alors, vas-y, Nico, tu peux envoyer le truc. Hein. Alors, vas-y, commence. Là, tu partages l'écran, je le vois pas. Hein. Pardon? Et là, je me vois, moi, je vois pas le partage d'écran en fait. D'accord. Stéphanie, tu vois pas le partage d'écran non plus? Si, si, moi je l'ai. Bon, ça va être pratique pour moi. Alors, attends. Je l'ai et oui, je suis d'accord. De temps en temps, tu parles comme un robot là. Là, je suis sur la diapo 1. J'essaie de l'afficher pour moi. Alors, je suis désolé parce que là, c'est quand même un peu compliqué. Ok, écran ok, son ok. Oui, bah, sont OK. Non, non, ils sont pas OK du tout. OK, là, c'est bon, cette fois que c'est pour moi. J'ai changé de. Je suis passé en. Enfin, j'ai changé de routeur. Donc, du coup, voilà, c'est parti. Et le son, Alors, allez, on peut y aller. oui, bon, c'est parti. Voilà. Donc, reprise de nos cabinets, dans nos cabinets d'orthodontie. Donc, vous avez vu la première mouture qui était il y a 15 jours sur les recommandations de la FFO pour mettre en face des risques qu'on avait évalués sur le Covid, liés au Covid, les mesures à faire pour les patients, pour nous, pour nos personnels dans le cabinet, les rendez-vous. Je pense qu'il va y avoir des questions là-dessus. On ne va pas du tout s'étendre sur cette partie-là ce soir. Ça va être axé sur le social et l'économie de nos cabinets et puis également l'organisation qu'on peut y avoir. Et on attend beaucoup de questions de votre part parce que nous pourrons répondre à peu près à tout, je pense, aujourd'hui. Donc, les cabinets sont restés fermés pendant 8 semaines. C'était long, c'était très long. On n'a pas vu le temps passer parce qu'on a beaucoup tous travaillé à préparer cette rentrée. Et la reprise, le 11, arrive et elle va se faire dans des conditions très strictes. La reprise de nos cabinets, ça c'est le plan de ce que l'on va voir. Donc, on va commencer par le social, je vous l'ai dit. Les recommandations de la FFO, on va vite revenir dessus, mais très très rapidement. On va vous parler du matériel et des tensions sur le matériel que l'on peut avoir pour arriver à se fournir. Également les faux et les choses à éviter et d'énormes arnaques aussi sur le matériel. C'est vraiment des normes. Et puis quelques aventures qui peuvent arriver avec le matériel. Ensuite, nous verrons toutes les aides économiques que nous sommes en mesure d'obtenir. Et enfin, la gestion des semestres en cours qui a été sujet à un débat qui en fait n'existait pas. Nous en parlerons tout à l'heure. Alors, donc, je crois que je vais commencer par le social. Dans le social, il faut distinguer trois types de personnes. Le personnel non soignant, le personnel soignant salarié et évidemment le praticien libéral. Donc, on va commencer par le personnel non soignant. Ça va être la secrétaire essentiellement ou la femme de ménage. Il y a à peu près les mêmes règles pour le personnel non soignant que pour le personnel soignant. Simplement, elles peuvent obtenir, au mois de mai en tout cas, pendant tout le mois de mai, le fait de ne pas aller au travail pour garde d'enfants ou de moins de 16 ans ou enfants handicapés. Et c'est également par mesure de protection pour les personnes vulnérables ou parce qu'elles cohabitent avec une personne à protéger. Donc en fait, le social, ça va être le chômage partiel pour ces salariés. Sur la présentation, il y a les liens des décrets, de tout ce qui peut intéresser. Et quand on regarde les personnes vulnérables, ça va être toute cette liste qu'on va retrouver. Ça va être, bon, les personnes âgées, ça ne va pas trop nous concerner. Ça va être les femmes enceintes à partir du 3e trimestre, les diabétiques et tout ce qui est obésité. Diabétique non équilibré. Non équilibré, tout
tout ce qui est obésité. Donc, toute cette liste, vous l'avez dans le lien précédent pour ceux que ça intéresse. Et donc, autant pour le personnel non soignant, il faut avoir un certificat médical d'isolement, et autant pour le personnel soignant, donc là je parle des assistants dentaires ou des salariés orthodontistes, il faut consulter la médecine du travail. Donc c'est le médecin du travail qui va définir si votre salarié peut reprendre l'activité au 11 mai. Donc normalement ça a déjà été étudié. Et s'il ne peut pas, à ce moment-là, vont se retrouver en ce qu'ils appellent le travail partiel ou le chômage partiel. À ce propos, ne vous amusez pas à faire reprendre un salarié qui présenterait un risque pour lequel vous êtes informé sans avoir vu la médecine du travail. Hein. Votre responsabilité serait pleinement engagée. Quitte à ne pas le faire travailler et à le payer, tant pis. Quoi. Enfin, il fallait anticiper. Si ce n'est pas fait, c'est pas fait, mais vous risquez gros quand même. J'ai d'autrui. Et le chômage partiel, donc les mesures pour le mois de mai, il va être maintenu comme pour le mois d'avril. Donc les salariés qui sont au chômage partiel, ils vont toucher 84% du net. Par contre, à partir du mois de juin, je pense que le gouvernement veut qu'on retourne travailler. Donc il y aura une dégressivité progressive. On ne connaît pas exactement, je pense que le gouvernement ne le sait pas encore. Ça dépendra de l'évolution de l'épidémie. Mais a priori, donc pour le mois de mai, le chômage partiel est maintenu. Évidemment, il y a un encouragement au télétravail. Bon, pour nous, c'est plus compliqué. En lien, il y a également une interview de la ministre du Travail. Pour les gens que ça intéresse, on mettra la présentation sur le site. Il y a également le chômage, il y a également le praticien libéral qui peut s'arrêter pour garde d'enfants ou parce qu'il est considéré comme personnel soignant vulnérable. Mais à ce moment-là, évidemment, nous, on ne touche pas le chômage partiel, ça n'existe pas. On aura un arrêt de travail classique. On nous a posé la question, ça fait à peu près une dizaine de jours qu'on parle de l'AVAT. Donc l'AVAT, c'est l'assurance volontaire accident du travail. Il faut savoir que l'accident du travail, ça n'existe pas. C'est une notion qui n'existe pas dans le monde du libéral. C'est une relation entre le salarié et l'employeur. Donc, nous, on n'est pas censé avoir des accidents du travail ou des maladies professionnelles. Le problème, on est solide. On est solide, on craint rien. Le problème, c'est que le gouvernement envisage de faire passer le Covid-19 comme une maladie professionnelle. Donc, c'est très intéressant pour les salariés qui travaillent à l'hôpital. C'est beaucoup plus compliqué pour les professionnels de santé libéraux, puisqu'on ne sait pas si, en passant maladie professionnelle, les soins médicaux pourraient être pris en charge. Nous, quand on est malade, on est pris en charge, mais quand on a un accident de travail ou une maladie professionnelle, jusqu'à présent, on n'est pas dans cette catégorie-là. Donc, on peut être amené à prendre cette assurance volontaire, l'AVAT. Nicolas Revel, dans un tweet qui est assez récent, qui date du 29 avril, a eu des propos rassurants. Pour l'instant, c'est à suivre. Moi, je n'ai pas l'intention de la prendre tant que le Covid-19 ne sera pas passé en maladie professionnelle. Et après, on se renseignera et on vous informera sur les impératifs d'assurance. Il faut savoir qu'en cas de maladie professionnelle, nos prévoyances ne couvrent pas du tout. Hein. Donc, c'est vraiment moche, quoi, dans cette histoire. Surtout s'il y a une réa, Alors, par contre, non, si la prévoyance couvre, c'est les soins médicaux qui ne sont pas couverts. Non, ne couvre pas si on a une maladie professionnelle, parce que du coup, c'est hors cadre. Ça ne correspond plus. Ça les squeeze. Donc, pour l'instant, c'est un sujet en attente. Donc là, je te passe la main, Nicolas. Oui. Les dernières recommandations de la FFO. Alors, en fait, sur les dernières recommandations de la FFO, il y a un vrai sujet, c'est le bain de bouche. On va en parler un peu plus tard. On en parle assez fréquemment. On a émis une annexe sur les bains de bouche la semaine dernière. Peut-être l'avez-vous lu. Vous ferez votre propre opinion. À venir, il va y avoir une recommandation. On a eu la bibliographie revalidée par la méthodologiste l'ancienne méthodologiste de la HAS aujourd'hui, dans l'après-midi. On a fait la synthèse, il faut qu'on le relise encore demain et ce sera probablement publié lundi ou mardi. Donc, je vous invite à revoir les différentes présentations qui ont été faites. Tout est d'actualité. On en a refait une autre hier avec Jean-Michel sur les pratiques des dentistes, donc sur ABC Dents. Vous pouvez la revoir aussi. Donc, tout est vraiment traité.
y compris les locaux, la ventilation des locaux, etc. etc. Donc écoutez-le, c'est un petit peu long, mais vous aurez tous les renseignements. Et puis sinon, vous pouvez lire aussi. C'est l'interprétation qui en est importante. Le questionnaire médical, bon, bah, ça, vous pouvez le télécharger sur le site qui est là, vous le connaissez tous. La question qui revient souvent, c'est comment prévenir mes patients des changements qu'il y a eu dans le cabinet. Je ne veux pas lui faire signer deux questionnaires différents. Alors effectivement, il suffit que dans le corps du mail qui introduit le questionnaire médical, vous indiquez les changements qu'il y a dans le cabinet et le patient sera informé de facto puisqu'il renvoie le questionnaire. Et enfin, la petite vidéo d'information, l'infographie sur comment se passe le nouveau cabinet d'orthodontie post-Covid, qui est très bien réalisé, qui plaît beaucoup, qui est assez ludique et qui permet aux gens qui n'ont pas envie de lire de voir un film plutôt que de lire un livre. Je vous invite à le voir et à le transmettre. La lettre d'information sur la validité des tests de dépistage dont vous avez eu un premier jet, ça on en a parlé, et vous aurez les annexes cette semaine qui vont arriver, complètement refaites et rédigées avec tout. Aujourd'hui, les biologistes, tous les biologistes disent que les tests rapides ne sont pas fiables encore. Donc en fait, ça ne sert à rien d'essayer de s'énerver avec ça. Il n'y a pas d'intérêt à le faire. L'annexe 5 sur les bains de bouche préopératoires, globalement, en fait, l'activité virucide est avérée pour certains produits, mais à partir d'une projection, pas à partir d'études certaines. Donc en fait, c'est juste la bétaline, mais ça entraîne d'autres inconvénients qui sont une augmentation du débit salivaire, une proportion augmentée, une toux, et puis les éternuements éventuels. Donc en réalité, si jamais on tousse, on éternue, et bien finalement, ce que l'on voulait obtenir est complètement loupé parce qu'on vient créer un aérosol. Là, on voulait éviter d'avoir une charge virale qui était fixée sur des dents. Donc il n'y a pas d'intérêt pour le bain de bouche avéré. Cependant, il reste indiqué dans des thérapeutiques parfois, si vous mettez des mini-vis, si vous faites ce que vous voulez. En fait, dans ces cas-là, il faut continuer comme avant. Vous pouvez en prescrire si ça vous rassure. Vous pouvez le faire, mais il n'y a pas un réel intérêt. À titre d'information, tant Jean-Michel Foucard que moi, on ne fera pas faire de bain de bouche à nos patients parce qu'on n'en voit pas l'intérêt au vu de la bibliographie aujourd'hui. Pour les masques, alors les tensions sur le matériel, ça on peut vous en parler en large et en travers. Donc il y a les tensions sur le matériel pour à peu près tout. Actuellement, ce qui faisait défaut, c'était les masques. On a tenté d'obtenir un maximum de masques pour la reprise pour un maximum de praticiens. Il se trouve que Véran a dit qu'il y aurait 24 masques par praticien pendant on ne sait pas combien de temps, mais ça va arriver. Donc pour la reprise, il n'y aura pas de souci particulier. Les fournisseurs traditionnels n'ont pas tous été livrés, n'ont pas tous pu avoir des masques qui avaient été commandés. Le groupement qui a été monté par des confrères et moi, on a eu des masques pour une grande partie, mais on a eu un camion qui a disparu et un avion qui n'a pas atterri tout de suite, qui a été retardé avec les mesures de rétorsion que Trump avait émises contre la Chine. Donc certains ont été livrés, un peu plus de la moitié, d'autres n'ont pas été livrés, mais a priori tout le monde aura ses masques, tout au moins en partie, d'ici mardi et mercredi au plus tard. Donc voilà, ça c'était la bonne nouvelle. Certaines URPS distribuent des masques, donc vous en aurez aussi par ce biais-là. Le retraitement des masques, il y a une étude de Stanford qui montre que c'est efficace, mais nous, on a un rapport du Haut Conseil de santé publique, qui donc en France fait référence, qui dit qu'on ne peut pas garantir la qualité d'un masque retraité. Donc en fait, c'est ce que j'avais dit lors du premier webinaire. Si jamais vous voulez retraiter vos masques, c'est très bien pour vous, vous prenez vos risques, mais surtout ne le donnez pas à vos salariés, un masque retraité, parce que pareil, comme il y a un rapport du Haut Conseil de la santé publique qui dit qu'on ne peut garantir son efficacité, vous ne serez inquiété. Le taux de la TVA a changé, bon, ça, on avait tout suivi. Pour tous les équipements de protection individuelle, les EPI. Alors, pour les EPI, il y a plein de choses en fait. Il y a les surblouses qui sont introuvables, il y a les blouses lavables qui devraient répondre à une norme pour le tissu qu'on a du mal à trouver, il faut s'en occuper, c'est un petit peu compliqué. Ce qu'il faut, c'est qu'à tout prix, lorsque vous faites des soins avec aérosol, il faut que vous respectiez les recommandations.
pour vous, pour vos patients, pour ne pas avoir de contamination croisée, et puis surtout pour vous protéger d'un point de vue légal avec votre personnel. Donc c'est assez important. Donc les fournisseurs traditionnels peuvent vous trouver des surblouses. Dans le cadre du groupement, on essaie de trouver une solution avec des surblouses qui seraient non jetables, mais qui seraient réutilisables et si possible fabriquées en France pour arrêter de sortir de cette espèce de course à l'import qui devient de plus en plus impossible. Pour tout ce qui est visière, etc., masque facial, donc les masques faciaux de protection réelle ont une norme, c'est la norme N166, la norme AFNOR. Si vous mettez des visières qui sont fabriquées sur votre imprimante 3D, qui ne respectent pas ces normes, etc., pour vos salariés, faites-leur porter quand même des lunettes de protection dessous. Parce que pareil, si jamais il y a une fresque qui m'a cassé ou un instrument qui se blesserait, ou quelque chose qui partirait en direction des yeux avec une visière qui n'est pas adaptée, ben pareil, en fait, votre responsabilité est engagée. En fait, c'est pas très drôle ce que je vous raconte ce soir, je m'en rends compte, mais parce que c'est pas drôle en fait. Et du coup, on est là pour vous un peu border les choses. Donc, pensez à respecter toutes ces choses-là. Si lunettes de vue, ben, en fait, les lunettes de vue, normalement, on est censé mettre des lunettes de protection aussi. C'est une question qui m'est arrivée. La gestion des dasseries, donc ça, dans les recommandations des dentistes, vous allez voir, tout est détaillé. Donc, on fait une différenciation entre les aérosols souillants et les aérosols très souillants, ou non souillants et souillants. Les dasseries qui ont été en contact d'aérosols souillants doivent passer par la filière dasserie habituelle. Les autres peuvent être traités comme des ordures ménagères, à savoir un peu particulière, double sac, 24 heures de conservation avant on voit dans les déchets collectifs. La suite, le feuilleton de l'été, c'est les gants, en fait. Et nous, là-dedans, est-ce que c'est souillant? Si c'est des bagages, oui, des bagages, c'est souillant, a priori. Le feuilleton de l'été, les gants. Alors, pourquoi les gants? Parce qu'en fait, en Malaisie, qui produit énormément de latex, et qui produit à peu près 20 à 30% de tout ce qui est en latex sur le marché mondial, en fait, les usines sont à l'arrêt à cause de cette histoire de Covid. Et finalement, alors, que veut dire aérosol non souillant? Oui, ça, je peux le détailler, mais c'est plus vrai pour les dentistes, mais ça peut être appliqué à nos pratiques à nous. Si par exemple, on met la digue sur les dents pour coller une contention, que là, on utilise un truc qui génère des aérosols, que ce soit les ultrasons, que ce soit une turbine, que ce soit un contre-angle, parce que l'aérosol va être composé à peu près exclusivement de l'eau propre au système d'irrigation et pas à ce qu'il y a à l'intérieur de la bouche. Donc là, on se retrouve avec un aérosol qui est non souillant ou très très peu souillant. Voilà. Et donc, la Malaisie, avec le latex, on commence à observer sur le marché dentaire des tensions sur le prix des gants, avec des prix qui flambent réellement, avec des boîtes de gants en sortie d'usine qui arrivent à $13, $14, $15. Et ça va être la suite et la complexité de l'approvisionnement. Donc, après ce moment désespérant, on va parler des aides. Je suis là pour vous. Je suis là pour vous. Ouais. Donc, les aides, on en avait déjà parlé avec la mise en place du fonds de solidarité d'un montant de 1 500 €, qui avait un cadre assez bien posé. Il fallait qu'on ait un CA inférieur à 1 million, un bénéfice de 2019 inférieur à 60 000 €. Donc, ce fonds d'aide est toujours là. Il y a le prêt garanti d'État, dont les conditions de demande restent inchangées. Il est à constituer avant la fin décembre 2020. On peut emprunter jusqu'à un quart du CA de l'année précédente à taux zéro. Et les aides de la Carchidon, qui a eu son accord pour faire les 3 versements de 1 500 €. Donc, on va en avoir 2 en mai et 1 en juin. Et elle avait demandé la suspension des prélèvements sur 6 mois. Il y a 3 mois qui ont été accordés. Et ces prélèvements seront lissés entre juillet 2021 et juin 2022. Je vous ai mis en lien deux pages internet sur les prêts garantis d'État et sur l'aide de la Carchidon.
qui est très utile en particulier pour ceux qui voudront prendre leur retraite cette année ou l'année prochaine, qui, eux, n'auront pas les prélèvements lycée et auront tout à payer d'un coup. Parce que ces mensualités qui ont été supprimées, enfin reportées, seront à payer plus tard. Nico, tu peux descendre. Voilà. Au niveau de tout ce qui est report des échéances, des prêts professionnels et tout, je pense que ceux qui en avaient besoin l'ont fait la dernière fois. On a possibilité de reconduire les reports d'échéances fiscales et sociales. Voilà, selon le communiqué de presse du 4 mai. L'aide de la président est-elle pour tous les praticiens? Oui. Oui, oui. L'aide est pour tous les praticiens. Elle est automatique, on n'a rien à demander. Sur le lien de la foire aux questions, il y a justement, c'est tout expliqué. Oui, libérons. Voilà. Et la nouvelle aide qui vient d'arriver, c'est l'aide de la CNAM qui vise à compenser les charges des cabinets. Hein, ça ne compense pas l'absence de revenus, mais juste les charges. Elle est accessible depuis le 1er mai sur l'espace pro d'Amélie. Donc, c'est une base de calcul assez compliquée. Mais en gros, on a 3 chiffres à rentrer qui sont sur notre SNIR qu'on vient de recevoir. Note très importante pour le remplir. Nos honoraires, pendant la période de confinement, sont à 0. Sauf si, parce qu'on a vu sur les réseaux sociaux que pas mal d'entre vous avaient fait des FSE pour des semestres qui tombaient en cours, pendant la période de confinement. Donc à ce moment-là, cette somme sera rentrée dans la case. Sinon, les honoraires sont à 0. On n'était pas là, on ne travaillait pas, on n'a pas reçu d'argent. À propos de l'aide Karchidan, si les paiements se font, les échéances trimestriellement, il faut faire une demande par message pour les informer, pour avoir l'aide. Pardon. Et oui, je vois que les problèmes pour les CELAR, franchement, je n'ai pas compris ce problème-là. Parce qu'on reçoit le SNIR, on a tout rempli et tout. Et moi, je suis en CELAR, je me suis inscrite sur Amélie, ils savent que je suis en CELAR et j'ai eu aucun souci. Donc, je ne sais pas d'où ça vient. Enfin, si, je sais d'où ça vient, mais… Tu es vice-présidente du syndicat, ils ont peur, c'est pour ça en fait. C'est parce que tu es vice-présidente du syndicat, ils ont peur. Donc, ils font attention à toi, ils te préservent. Non, je pense pas, je suis très discrète. Vous voyez, regardez, je me suis mise en retrait. Non, mais vous faites, normalement, il n'y a pas de… Vous avez un SNIR, vous avez des charges. Oui, moi aussi, ça a marché. Toi aussi, ça a marché, moi, ouais. Donc, il n'y a pas de problème avec la CELAR. Donc, par contre, oui. Excuse-moi de t'interrompre. Le problème, ça vient des personnes qui sont passées en CELAR en 2019. On n'a pas la réponse. On n'a pas la réponse. C'est comme une création, en fait. C'est parce qu'on ne sait pas, quoi. On ne sait pas. Et l'assistance technique, alors là, on ne le voit pas sur la diapo. Il y a un numéro, je crois que c'est un 3608, je ne sais plus. Il faut les appeler. Ils ont 25 jours pour répondre. Et il faut le faire. Et le problème, c'est que c'est au cas par cas. Et normalement, à mon sens, la CELAR sera assimilée à un jeune praticien. Mais ça, il faut avoir la confirmation. Oui, donc en fait, le problème, c'est ceux qui sont passés en CELAR et qui étaient en BNC avant. C'est ça? C'est qu'ils ont leur SNIR qui est clôturé en BNC et plus d'exercice en BNC, donc un exercice en CELAR. Voilà. Et donc, est-ce qu'il va être retenu? Est-ce que ce sont des jeunes praticiens ou est-ce qu'on fait une règle de 3 par rapport à leur BNC ou est-ce qu'on fait un mix des deux? Voilà, en fait, on ne sait pas. Moi, j'ajouterais les deux, mais ce n'est pas moi qui fais. Donc, pour remplir cette aide, il faut aller sur Amélie Pro, remplir ses codes. Il y a des questions qui tombent. J'essaye de répondre au fur et à mesure. Mais… vous allez donc sur votre portail, compensation perte d'activité. Et puis, vous tombez sur, sur cette fiche, mais celle d'après, voilà. Voilà. Sur les points d'interrogation, voilà, vous avez le mode de calcul.
Donc, pour rentrer les honoraires sans dépassement, voilà, vous suivez, vous faites la soustraction des DE, des ED et des autres. Vous tombez sur un chiffre. Honoraires sans dépassement facturés pendant la période de crise, 0. Le montant de l'entente directe, il est marqué sur votre SNIR. Voilà. Et par contre, vous n'oubliez pas de rajouter tout ce que vous avez reçu en chômage partiel, en indemnité perçue ou à percevoir. Pour ceux qui ont fait des gardes, et oui, il y en a qui ont fait des gardes ou qui ont fait de la régulation, normalement, elles seront rémunérées à hauteur de 75 € la demi-journée. Le Conseil national de l'ordre essaye de ne pas faire rentrer cette somme dans la somme des indemnités qu'on aurait perçues. Donc ça, c'est à voir. Mais ça concerne une toute petite somme qui rentrera très peu en jeu dans la règle de calcul. Pour le mode de calcul, l'ED est plafonné. Il est plafonné à 103 800 €. Mais vous rentrez quand même votre ED qui est marqué sur le SNIR. La calculette fera tout toute seule. Il y a une question sur la date de limite de dépôt. Je ne crois pas qu'il y ait de date. Il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date du tout. Et pour la simulation, quand ils disent apercevoir, indemnité journalière perçue ou apercevoir, il faut demander une simulation comptable. Il va vous dire combien de chômage partiel on va toucher. Et éventuellement, les indemnités journalières, c'est assez facile à calculer. Quand j'ai eu Jocelyn Courtois au téléphone pour la gestion des semestres, on a parlé un petit peu de ça. Et en fait, la Caisse envisage de poursuivre ce système jusqu'au 31 décembre pour compenser aussi la baisse d'activité des chirurgiens-dentistes liée à la reprise et avec la possibilité de voir des patients de manière assez espacée. Donc c'est pour ça que ce calcul a été fait en intégrant la part des honoraires perçus. Et donc ça va continuer jusqu'au 31 décembre, a priori, c'est ce qu'eux auraient décidé et qui allait être communiqué incessamment sous peu. Alors non, les indemnités, ce ne sont pas les 4 500 € de la Carchidan. C'est complètement différent. Les indemnités, c'est ce qu'on a pu toucher, par exemple, pour les gardes d'enfants et ce qu'on a touché aussi au niveau du chômage partiel de nos assistantes. Quand on est en SCM, en général, si on est deux, on partage les assistantes, donc on partage les indemnités. Avec mon associé, on a divisé par 2. Je réponds aux questions, hein, peut-être. Voilà, question. on divise par 3 quand on est 3. Il faut prendre la masse salariale. Alors, les indemnités, elles sont du 16 mars au 30 avril. Il faut prendre les indemnités qu'on a perçues dans cette période-là et proratiser en fonction du nombre d'associés. Après, il y a quelqu'un qui nous a demandé si on devait attendre d'avoir touché les aides pour remplir cette déclaration. Moi, je l'ai rempli, je n'ai pas reçu les aides, mais par contre, on peut demander, on a une somme qui est allouée et on peut demander un certain pourcentage de cette somme. Donc moi, je sais que je vais toucher environ, je ne sais pas, 2 500 ou 3 000 € d'aide. Donc, j'ai demandé à diminuer la somme à percevoir d'autant. Voilà. Ouais, je n'ai toujours pas de retour concernant mes indemnités de garde d'enfants. Ben voilà, je suis dans le même cas. Donc j'ai mis 0 parce que je ne sais pas si elles vont tomber. Mais j'ai demandé moins à la fin. Les revenus du RIAP qu'on déclare. Debout ou net. Toc, toc, toc. Là, il faut demander au comptable. Hein. C'est le comptable qui vous donne les indemnités journalières. Il y a une question. On ne touche pas le chômage partiel en tant que praticien? Non. Non, c'est pour les salariés. En tant que praticien salarié, oui. En libéral, on ne touche pas le chômage partiel. Donc, en SM, on additionne les revenus des 2 praticiens. Non. Chaque praticien a un SNIR. Donc, la demande concerne chaque praticien. Simplement, en général, la SCM, c'est la SCM qui emploie le personnel. Donc, c'est la SCM qui va toucher les indemnités journalières du chômage partiel.
Et c'est cette somme-là que vous allez diviser par 2 ou par 3. Une autre question, les indemnités journalières des salariés en arrêt pour risque d'aggravation sont-elles concernées? Si elles sont arrivées sur le compte du cabinet, oui, elles Oui, sont intégrées dans les indemnités. toutes les indemnités sont concernées. Cette aide est-elle une avance qu'il faudra rembourser? Non, mais cette aide va être recalculée en fin d'année. Et s'il y a un trop perçu, ils nous demanderont de rembourser. En fait, on calcule le montant de l'aide et on peut répartir tous les acomptes comme ça jusqu'au 20 décembre. C'est la date de régulation pour le recalcul de l'aide avec tout l'ensemble des chiffres qui auront été donnés en 2020. Voilà, c'est ça l'histoire. Pareil, qu'on soit en arrêt de maladie ou que ce soit du chômage partiel. Est-il possible de corriger une demande déjà faite? Ah là, il faut demander à l'assistance, je pense. Une fois que c'est renvoyé. Bon, il n'y aura pas de pénalité de toute manière. Pourquoi est-ce que je n'ai pas déclaré mes IJ non encore perçus? Parce que je ne suis pas sûre de les percevoir. Tant que je n'ai pas les sous sur mon compte, c'est comme s'ils n'étaient pas là. Une autre question, le chômage partiel, le sien ou celui de nos salariés, c'est celui qui… Je ne vois pas comment on peut toucher un chômage partiel en libéral, donc c'est celui des salariés. Celui qui arrive sur le compte du cabinet. Et le chiffre est limité, oui, le chiffre des ED est limité à 6 chiffres pour le montant des honoraires. Alors Nicolas, toi tu me dis que non, tu as fait un test à 7 chiffres, Ouais. la simulation. Je ne sais pas, ça c'est un problème technique. Je crois que ça a été corrigé, Yann. De toute Moi, façon, c'est c'est plafonné. passé, en Hein, fait. donc, Moi, c'est passé. à partir de 103 800 €, ça ne change plus rien dans le calcul. En fait, la question qui revient sans cesse et beaucoup, là, c'est est-ce que c'est fiscalisé ou non? Alors, c'est une aide et une indemnité, donc en théorie, ça ne devrait pas l'être, mais il n'y a rien d'officiel encore. Oui, là, si ta salarié a reçu ses indemnisations d'arrêt et que ce n'est pas toi qui les as touchées, tu ne les déclares pas. Pour le passage en CELAR en novembre, là c'est une question. Ça, il faut, à mon avis, c'est jeunes praticiens et ils prendront la CELAR à partir de novembre. L'autre possibilité, c'est de prendre tout le SNIR de 2019. Ça, il faut les appeler. Ils n'ont pas encore répondu et je crois qu'ils ne savent même pas eux. Donc, on ne va pas vous répondre. Voilà. Comme c'est tout nouveau, que c'est valable jusqu'en décembre, si vous voulez faire la simulation et prendre seulement une petite partie de la somme juste pour payer vos charges là, qui sont tombées parce que ça fait toujours 2 ou 3 000 €, vous pouvez le faire. Et après, vous pourrez compléter ou modifier en fonction de ce qui tombera plus tard, comme petits astérix. Ils savent très bien faire. Une autre question. Un collaborateur de CELAR, mais je n'ai pas eu le temps de lire, c'est passé trop vite. Alors, en fait, collaborateur de CELAR, un vrai collaborateur de CELAR ou un associé minoritaire de CELAR, ça dépendra. Un collaborateur de CELAR doit-il demander des indemnités? C'était ça la question. Ben, s'il est un SNIR, oui. Ouais. S'il est salarié, non. Sur les Voilà. feuilles. C'était d'où ma demande. Non, l'aide de la CNAM, il faut la demander. Si on ne la demande pas, on ne l'aura pas. Il faut faire la simulation sur Ouais. micro. Et envoyer le… On passe peut-être. Oui, on va passer parce qu'après, on a des questions sur les FSE et tout, et on y vient après. Le montant de cette aide sur un petit cabinet, là, on a fait une simulation sur un cabinet avec un SNIR de 300 000 €. C'est une aide, je sais pas, avec 6 000 € de chômage, je crois qu'on touche 6 000 € d'aide. Les aides en orthodontie, c'est entre 5 000 et pour les gros cabinets, 25 000. Donc, voilà, ça dépend du chiffre. Et c'est pour la période du 16 mars au 30 avril. Hein. Il ne compte pas Il faudra refaire. la période après. Il faudra le refaire pour le mois de mai, pour la période jusqu'au 11 mai. Voilà. Il y a aussi une petite nuance, c'est quand vous demandez à votre comptable les IJ reçus dans la période, il y a un petit décalage avec les feuilles de paye parce que l'aide de la CNAM est calculée en nombre de semaines et nous, on tombe en mois.
Hein, donc, il y a un petit décalage au niveau entre la fiche de salaire et puis les chiffres à rentrer. Mais vous les demandez à votre comptable, il vous les donnera. Il y a une question de Laetitia, là, j'ai barré sans faire exprès. Les chèques qu'on reçoit, qu'on encaisse pendant la période de confinement, ça n'a rien à voir, les encaissements et le passage de la FSE. Tout ce qui intéresse dans le calcul de l'aide, c'est au moment où on passe la carte vitale. Alors, des cartes vitales, on en a passé 0. Ce qui va les intéresser, c'est les FSE en mode dégradé. Et ce qu'on va devoir déclarer dans nos revenus, ce sont les FSE en mode dégradé des semestres, des actes qui se terminent pendant la période de confinement. Oui, parce que la réalisation de l'acte, en fait, est effective en logique administrative au moment où il est fini, puisque la fin du semestre signe la fin de l'acte et donc sa réalisation en pleine et entière. Ça, on y vient après. Il y a quelqu'un qui demande la diapo d'avant, juste Nicolas. Trop tard. Non, c'est pas vrai. Et puis après, on passe à la suite. Voilà, ça, c'était une simule avec 300 000 euros de SNIR. Alors, il y a une question. Est-ce qu'on prend sur les FSE en mode dégradé le montant CQ ou le montant ED? Eh bien, en fait, il y a 2 zéros. Le zéro du haut, le chiffre du haut, c'est pour la part CQ. Le chiffre du bas, c'est la part ED. Oups, je suis allé un peu vite. Il y a Oui, je peux. Je peux. Donc, en mode dégradé, on ne compte pas 193,50 €. On compte tout ce qu'on a reçu dans le cadre de l'FSE. 193 € dans la partie opposable et le reste en ED. Alors, on va parler de la gestion des semestres en cours, donc, qui a valu un pamphlet de la part de certains concernant notre syndicat. Alors, il se trouve que pendant la période de confinement, on a des adhérents de la France entière qui nous demandaient comment faire. Donc, et à chaque fois, c'était comment faire parce que ma caisse m'a dit, parce qu'on a demandé à notre caisse locale et ma caisse m'a dit qu'il fallait faire passer des feuilles de soins en mode dégradé pendant cette période de confinement. D'autres adhérents nous disaient que la caisse avait dit qu'il fallait repousser à la fin. Et en fait, on avait des sons de poche qui étaient tout à fait différents et qui sont embêtants parce que finalement, en fait, on ne peut pas donner une réponse sans avoir la certitude, nous, de ne pas vous mettre dans des ennuis. Donc, on a fait une demande écrite à la caisse. Et la caisse nous a répondu et j'ai eu un entretien téléphonique qui a été assez long d'ailleurs avec Jocelyn Courtois, qui est le directeur de l'offre de soins. Et ça, c'était lundi dernier. Alors, il se trouve que dans la logique administrative, on le disait tout à l'heure, les actes sont réalisés au moment où on termine l'acte. Donc, pour nous, hein, même pour tout le monde, vous prenez un dentiste qui fait une couronne. En fait, il va faire la taille de la couronne, il va faire l'empreinte, il va faire éventuellement un essayage et en fait, il passera le code de la couronne qu'à la fin, en fait, au moment où il va la sceller. Pour nous, c'est exactement la même chose. Le semestre, il commence à une certaine date. L'acte, pour nous, c'est 6 mois. En fait, c'est ça, c'est cet acte-là. Et donc, ça se termine au bout de 6 mois. Dans la tête de la Sécu, puisqu'on ne peut pas s'être assuré de la fin de cette période, même si elle est finie, hein, on n'a pas pu le voir, pour eux, il est impensable que l'on facture un semestre à l'intérieur de cette période. Ça, c'était la réponse qui avait été faite en Bretagne. D'ailleurs, ce n'était pas en repoussé semestre, hein, c'était fait des feuilles dégradées en Bretagne. Nicolas. Et donc, pour la caisse, tous les semestres qui devaient se terminer durant la période de confinement ne pourront pas être facturés durant la période de confinement, mais en fait, au prochain rendez-vous, quand le patient reviendra au cabinet. Ok. Vous lisez les questions, parce que je ne peux pas lire les questions et donner ce que je dis. Il y avait une question là, il y a 2 secondes. Non, il faut... Ouais. Alors, une question, j'ai essayé de répondre par écrit. Pour le tiers payant... C'est pareil pour le tiers payant. En fait, on ne peut pas faire de feuille de soins à partir du moment où on n'a pas vu le patient. En revanche, pour tous les patients dont les semestres sont à cheval sur la période de confinement, là, pour la caisse, il n'y a aucun problème. On peut compter un semestre de 6 mois, en fait. S'il a commencé au 1er janvier, il va s'arrêter au 1er juillet. On ne va pas rajouter systématiquement 2 mois, comme ça a été écrit. C'est totalement faux. C'est une vraie fake news. Et il ne faut pas faire ça. En revanche, ce qu'il est possible de faire, ça, c'est chaque praticien qui jugera,
C'est si on estime que le semestre ne s'est pas déroulé correctement et que l'on doit, parce qu'on n'a pas réussi à faire ce qu'il fallait, l'allonger un petit peu, pardon, et bien dans ce cas-là, il faudra le faire. Mais ce n'est pas du tout une obligation. Et en fait, on peut aussi considérer que le praticien n'est pas totalement responsable de ce qui s'est passé. Donc en réalité, c'est la libre appréciation de chacun. Si on pense qu'il n'y a pas eu d'effet sur le déroulement du traitement de cet épisode, eh bien dans ce cas-là, on ne rallonge pas le semestre. Et si jamais on imagine qu'il y a eu un effet, eh bien dans ce cas-là, on rallonge de la période dont on imagine que ça a eu un effet. Il y avait une question, c'était comment on rallonge, eh ben, on décale la date de fin de semestre. En fait, ça fera des semestres de 6, plus de 6 mois, mais de 7, de 8, de 9. En fait, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà. Donc, en fait, c'était une vraie fake news. Vous n'êtes pas contraint de rallonger de 2 mois l'ensemble de tout vos semestres. L'autre question qui était régulièrement posée, là, tu peux passer ta dia. Voilà, c'était sur les patients qui allaient avoir 16 ans. Eh bien, dans ce cas-là, effectivement, la période de confinement va se rallonger, va s'ajouter à l'âge anniversaire ou à la date de prise en charge pour le patient, de manière à ce qu'il puisse être pris en charge. Bon, en fait, ça reste quand même assez anecdotique dans les cabinets, mais il faut le savoir, les patients de 16 ans ou qui allaient avoir 16 ans ne vont pas être touchés. Si la facturation est au trimestre, en fait, la facturation au trimestre, c'est très différent. En fait, là, je pense que on parlait des remboursements au trimestre. Il faut vraiment faire la différence entre les deux, entre remboursement, demande de remboursement et facturation. Si on fait des facturations au trimestre, en fait, le demi-semestre n'est pas un acte. Donc, en fait, si vous aviez un demi-semestre qui tombait durant la période de confinement, ça veut dire que le semestre se termine après la période de confinement. Donc, si vous ne voulez pas allonger cette période-là, le mieux, c'est pour ce coup-là de ne pas faire une feuille de soins à la moitié du semestre, mais d'attendre la fin du semestre. Ouais, ben voilà, là j'ai dit pour les 16 ans. Pas de rejet de la CPM en rallongeant, non. Les seuls rejets, c'est si on les raccourcit. Les patients qui ont réglé déjà demandent les feuilles de remboursement. Bah oui, mais en fait, on n'est pas responsable de l'administration et des règles administratives. Et voilà. Donc en fait, c'est comme ça. Si un patient a déjà consommé 6 semestres et, j'ai pas eu le temps de lire, Nico, du Covid, il a besoin d'un 7e semestre ou d'un TO45. La SPM prend-elle en charge le 7e semestre? Non, en fait, c'est pareil. Si jamais l'acte se terminait durant la période Covid, il faut rajouter les 2 mois. Et si jamais on estime que l'effet Covid et le fait qu'on n'ait pas pu suivre nos patients ait eu un impact, en fait, c'est à nous de juger de notre responsabilité dans cette histoire-là. Ce qui est un petit peu l'âge de la part de la caisse, mais ils ne prendront pas en charge un 7e semestre, ça c'est une évidence. C'est tout, il n'y a plus rien sur la CNAM après. Si, c'est quoi la diapo d'après? Je ne me rappelle plus, Nicolas. Il y en a plein. Si, c'est les C2. Ça, c'est le même principe. Donc, pour les patients bénéficiaires de la C2S, c'est exactement la même chose. Voilà. Voilà, donc là, on répète ce que tu as dit oralement. Et alors, lors de cet entretien, là, je vais annoncer un scoop. On verra si ça porte ses fruits ou pas. Donc, c'est sans rapport avec le Covid, mais c'est un truc qui me tient à cœur. Moi. C'est les patients porteurs de fente. Donc, c'est un message que je porte à la CNAM à chaque fois que je vois un directeur de l'offre de soins. Donc, ça fait quelques années. À chaque fois, je leur en parle et à chaque fois, c'est la même chose. C'est fin de non-recevoir. Pour la première fois, il m'a un petit peu écouté parce que comme on était en entretien téléphonique, il trouvait nos discours cohérents sur le fait de l'impact ou non du Covid dans la gestion des semestres et qu'il n'y avait pas de systématisation. Mais réellement, c'était du cas par cas, ça dépendait réellement de la technique du praticien, du patient et de où il en était. On a pu en parler un petit peu. Donc, sur les patients porteurs de fente, il y a une grosse injustice, c'est que les patients porteurs de fente, donc côté TO200, qui sont à la C2S, n'ont pas d'honoraires augmentés par rapport au remboursement sécurité sociale. Donc, on se retrouve avec des patients qui, pour une année de traitement, la caisse nous donne généreusement 430 €. Donc, c'est vraiment injuste. C'est des petits patients qui sont réellement dans le besoin. C'est compliqué pour les praticiens. Et finalement, pour la première fois, en fait, il a vraiment écouté et il m'a dit qu'il porterait à nos côtés au ministère de la Santé, puisque ça dépend du ministère de la Santé, hein, les actes CMU, qu'il porterait au ministère de la Santé, en fait, une augmentation de la prise en charge pour ces petits patients qui en ont réellement besoin. Nicolas, il faut que tu repasses sur la diapo des ACS. Les ACS, il y en a qui n'ont pas vu.
Alors, les contrats sont prolongés. Ça, c'est une info qu'on peut avoir sur le site Amélie. Ils sont prolongés jusqu'au 31 juillet pour les ACS. Pour les deux, pour les CMU et les ACS. Les ACS, il n'y en aura plus en novembre, hein, parce que c'est Oui, c'est C2S, quoi, après. Alors, J'avance. il y a un que faire là. Pascal, mais c'était une question. Alors, c'était la suite d'une question. Moi, c'est rigolo parce que je ne les vois pas, les questions. Donc, en fait, j'en vois une sur 50. Ouais, bah, tu tries, Donc, aucune DEP ne doit commencer pendant la période de confinement. Bah non. Bah non, on n'a pas vu les patients. On n'est pas censé les voir pendant. Enfin, Et on les renouvelle à la date où on les revoit. Voilà, ça va créer un décalage uniquement pour les patients en cours, pour les patients pour lesquels les semestres tombent à l'intérieur. Oui, mais si c'est déjà fait, eh ben c'est déjà fait. Voilà. Donc, wait and see, en fait. Après, ça dépendra de la caisse, si elle remarque, si elle dit quelque chose, etc. C'est un débat que j'ai eu, enfin, c'est pas un débat d'ailleurs, c'est une discussion plutôt que j'ai eue avec plusieurs adhérents, soit en privé, soit sur des groupes. Quoi qu'il arrive, si vous avez des soucis à ce niveau-là, nous, on vous assistera et on vous aidera beaucoup parce que, en fait, la position des caisses a été très, très différente d'une CPAM à l'autre. Donc, en fait, c'était très compliqué pour les praticiens de savoir. Il se trouve que certaines caisses disaient quelque chose, d'autres une autre, et les praticiens discutent entre eux. Donc, on applique la directive d'une CPAM pour un autre département, etc., etc. Et ce qui fait que c'est quasiment injouable. D'où le fait qu'on ait posé la question au niveau de la CNAM, donc au niveau national, pour avoir une position qui soit irréfutable. Et cet état de fait de demandes un petit peu particulières de différentes caisses, j'en ai fait part à notre ami Jocelyn Courtois, mon ami maintenant, le directeur de l'offre de soins, et en fait, il était un petit peu surpris, et il m'a dit que oui, bah, effectivement, c'est des initiatives très locales, qu'ils en avaient conscience, et voilà. Donc, en fait, j'ai déjà instauré le fait que peut-être il y aurait des erreurs, mais clairement, ce n'était pas la faute des praticiens. Donc, ce sera facile à défendre, je pense. C'est Bon, pareil, encore le mode dégradé. de 2 mois, du coup. Non, c'est pas du tout ce qu'on a dit, en fait. Non, non, on n'a pas dit ça. On a dit que les semestres qui se terminaient à l'intérieur de la période de confinement devaient être remboursés, donc finis, après la période de confinement, au moment où on reverrait les patients, mais que tous les semestres qui finissaient post-période de confinement pouvaient être allongés ou non. C'était au libre choix du praticien en fonction de l'avancée des traitements. On montre les exemples. Là, on a mis 3 exemples. On n'a pas parlé des FSE en mode dégradé. C'est un mode dérogatoire. Hein. Ça ne peut pas devenir un fonctionnement. On a demandé à ce que les FSE en mode dégradé deviennent, pour le temps où on doit éviter d'avoir des contacts physiques au cabinet, la norme pour nous, de manière à faire des FSE mode dégradé et des DEP par mail. En fait, quand j'en ai parlé à Courtois, pour lui, c'est juste pas recevable parce qu'en fait, il voit un grand nombre de possibilités de fraude. Donc pour eux, c'est absolument pas possible. Et il m'a dit, bah, à ce moment-là, les parents n'ont qu'à donner la carte vitale au gamin et comme ça, eux, ils ne viendront pas au cabinet. Voilà. Donc il y a des exemples. Pour un patient qui a bénéficié d'un suivi de contention du 10 mars 2019 au 10 mars 2020. 10 mars 2020, il est venu, mais il a oublié sa carte vitale. Le praticien a réalisé une feuille en mode dégradé le 17 mars, durant le confinement, avec l'accord de la CPAM, hein, toujours. Hein, le mode dégradé, c'est sur accord de la CPAM. Donc, dans ce cas-là, le praticien n'a aucun revenu à déclarer pendant la période de confinement parce que l'acte, la fin du semestre ou la fin de l'année de contention est antérieure à la période de confinement. Vous voyez, on vous a fait des frises. Donc, la FSE a été faite pendant la période de confinement, mais la fin de l'acte était antérieure. Donc là, il n'y aura rien. C'est considéré comme zéro dans la case des honoraires perçus. Exemple 2. Un patient a bénéficié d'un semestre d'orthodontie qui se termine normalement le 20 avril 2020. Le praticien code son acte et réalise la FSE lors du prochain rendez-vous du patient.
Donc, la nouvelle DEP est également décalée. Et voilà, c'est ce cas-là qui posait problème. Et en fait, ça n'en est pas un. Puisque la signature équivaut à la fin de l'acte. Il faut qu'on voit les patients la dernière fois pour signer justement cette fin de l'acte pour nous qui est un semestre d'orthodontie. Donc, comme on n'a pas pu le voir, eh ben, on décale jusqu'à la date où on le voit. Voilà, c'est clair. Et Ouais. ouais, troisième truc. Et par contre, le patient qui a son semestre classique, qui comprend la période de confinement, eh ben celui-là, tout est normal, tout se passe bien et c'est juste la clinique qui doit nous faire orienter vers soit on prolonge parce qu'on voit qu'il ne s'est rien passé vraiment pendant 2 mois, il n'y a pas eu d'activation ni rien. Et à ce moment-là, on peut prolonger, mais c'est à la libre appréciation du praticien. Il n'y a aucun revenu à déclarer durant la période de confinement pour le calcul des indemnités. Dans ce cas-là aussi. Sauf pour ceux qui ont touché avant. Enfin, sauf pour ceux qui n'ont pas respecté cette règle, mais qui a été parfaitement claire à la fin du confinement. Voilà. C'est une des débilités de la caisse, hein, d'ailleurs, enfin, je ne m'en suis pas privé pour le lui dire. C'est qu'à un moment, si réellement pour eux c'était aussi clair, ben, il n'y aurait pas eu des interprétations des caisses qui auraient interprété de manière différente. Il en a convenu, donc je pense qu'il n'y aura pas de problème a priori. Je reviens à l'exemple précédent. Là, il y a une question qui revient souvent. Si on fait des DEP sur une année, mais en fait, c'est l'acte qui est important. Si l'acte se termine au moment du confinement, on repousse l'acte. Donc, on peut imaginer qu'on repousse également la DEP. C'est la facturation de la FSE ou la feuille de soins papier qui est importante dans la tête de la caisse. Ça n'a rien à voir avec les chèques encaissés, avec le contrat financier qu'on a avec le patient. J'ai dû voir le patient opéré à l'hôpital pendant le confinement. Ça, c'était Jean-Paul, et je n'ai pas vu. Donc, je peux signer la fin d'un semestre puisque la cotation CHIR est signée pendant le confinement. En théorie, non, Jean-Paul, mais encore une fois, c'est un patient hospitalier, enfin d'hôpital en tout cas, pas le patient n'est pas hospitalier. Donc, après, c'est un cas particulier, on peut le mettre dans les commentaires de la feuille. Hein. De toute façon, il les déclare dans ses indemnités, donc je ne suis pas sûr que ce soit très intéressant. Donc, si la FSE est faite et envoyée légèrement après la fin du confinement, on ne peut pas demander d'IJ puisque revenu à déclarer. Ah oui, ça peut être un problème. Pour en revenir, donc, on ne décale pas tous les semestres de 2 mois. On se répète, je me répète après Nicolas et après Stéphanie. Je ne sais pas pourquoi on nous a sorti ça. En fait, c'est quelqu'un d'autre qui a dit que c'était nous qui avions provoqué ça, alors qu'en fait, on était en train de parler et de négocier avec la CNAM une position ferme. Et en fait, il y a eu un positionnement de quelqu'un d'autre qui s'est fait sans raison, en fait. Voilà. Si ce n'est de dire que c'était de notre faute s'il y avait ça, alors qu'en fait, ça n'existe pas. C'est une vraie fake news. Voilà, c'est tout. En fait, on faisait notre boulot. On négociait avec les partenaires. Ce sont les actes qui arrivent en fin de la fin de l'acte qui tombe pendant le confinement. Là, il faut le décaler jusqu'au prochain rendez-vous du patient. C'est cette qu'on a sur l'écran. Pour une raison très simple, hein, c'est qu'en logique administrative, l'acte est réalisé le jour où il est fini et on ne peut pas, dans la tête de la caisse, finir un acte quand on n'est pas là. Alors, vous allez me poser la question, mais pendant les vacances, on le fait tout le temps. Sauf que pendant les vacances, la caisse ne sait pas si on est en vacances, même si elle pourrait le voir, mais elle ne peut pas le voir d'ailleurs à cause des feuilles de soins qui arrivent de manière continue. Donc, au final, pour eux, on n'est jamais en vacances et ça continue comme ça. Mais là, à partir du moment où on est fermé réellement, il y a évidemment une impossibilité totale à voir les patients. Donc, comme il y a une impossibilité totale à voir les patients, on ne peut pas finir un acte puisqu'on ne l'a pas fini, on ne l'a pas vu. Voilà, c'est aussi bête que ça. Enfin, aussi bête que ça. Aussi intelligent que ça, parce que ça sort de la tête des nards, quoi. C'est ça.
Oui, pour le décalage des soins, on peut mettre un commentaire comme quoi on a décalé la date de DEP de 2 mois à cause du confinement. On peut Oui. le faire. Voilà. Dans la demande d'aide. Donc, oui, l'exemple que j'ai dit sur les vacances, ça a été compris, hein, parce que je vois qu'il y a Béatrice qui me repose une question sur les vacances. Mais voilà, en fait, quand on est en vacances, il n'y a que nous qui savons que nous sommes en vacances. Je Mais passe à après, la c'est carte vitale au défendable. début du semestre, que ça change quelque chose. Ah bah oui, ça c'est interdit. En fait, on ne peut pas passer. Quand vous passez la carte vitale pour faire un remboursement pour le patient, c'est un remboursement. Un remboursement, par définition, ça ne peut pas être fait avant que l'acte soit fait. Sinon, ça s'appelle une avance. Et la caisse n'a pas vocation à faire une avance de frais pour vous. Donc, non, en fait, oui, ça change quelque chose, c'est que c'est interdit, en fait. Donc, oui, ça change quelque chose. Y a-t-il quelque chose de risqué à décaler toute la DEP à échéance qui tombait pendant le confinement? Je ne comprends pas. Y a-t-il quelque chose de risqué à décaler toutes les DEP et les échéances qui tombaient? Non, il n'y a rien du tout. Non, mais en fait, Non, il n'y a rien de aucun... risqué parce qu'il sait ce qu'il faut faire. Non, il n'y a aucun risque. Et le système est toujours en bouche et actif. Oui, ça, on est d'accord pendant les vacances, etc. Mais là, en fait, c'est la notion d'acte. En fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la couronne. Notre acte à nous, ce n'est pas un acte technique comme une endo, comme une obturation, comme un composite, comme ce qu'on veut. C'est vraiment une période de temps. Mais il se trouve que pour la caisse, l'acte est réalisé le jour où on l'a fini. Pour nous, la fin du semestre, c'est la période de temps terminée. Donc, quand on termine cette période de temps, ça tombe à un moment. Et si ce moment-là, eh bien, on ne peut pas vérifier que c'est fini, acter que c'est fini par une rencontre, même si ça ne tombe pas le rendez-vous ce jour-là, la caisse n'a pas connaissance de notre agenda. Mais là, en fait, ils savent que nous étions fermés. Donc, ils savent que nous n'avons pas pu finir, entre guillemets, cet acte. On n'a pas pu le codifier. Voilà. Ça va trop vite, en fait. Il y a trop de questions. Alors, Après, ça se recoupe à chaque fois. Hein. j'ai vu quelque part que pour les masques FFP2, on pouvait les recycler en les passant dans un four UV. Non. Non, mais non, en fait. Enfin, vous pouvez, mais gardez-le pour vous, encore une fois, parce qu'au moindre pépin avec un salarié, vous serez mis en cause. En fait, c'est reconnu par rien ni personne. C'est pas une norme. C'est hyper dangereux d'un point de vue légal de faire un truc pareil. Je sais pas d'où ça sort, mais réutiliser un masque FFP2 en le passant aux UV, c'est surtout que les UV, même les systèmes de stérilisation des chambres à UV, en fait, il y a des problèmes avec les zones d'ombre et les UV. Donc un masque qui est un petit peu épais, en fait, il ne faut pas faire ça. Je ne sais pas d'où ça vient. Si risque financier pour l'ortho, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a si risque financier pour l'ortho? Je ne sais pas. Je ne sais Pas de pas. question. Pourquoi autoriser des FSE par TO45? Ça dépend des caisses en fait. Moi, Non, je ça sais dépend pas, pas ils des caisses. autorisent sur le premier semestre, mais après, on ne peut pas les prendre. Si, en fait, non, il y a une vraie tolérance qui est passée. Le premier semestre peut être remboursé pour moitié au début, pour moitié à la fin, puis tous les autres peuvent être demandés en TO45 tous les 3 mois. Mais l'acte en tant que tel existe et n'est réel au deuxième TO45. En fait, ce n'est pas un acte à la moitié d'un TO. C'est juste une facilité que les caisses ont accordée pour que les patients soient remboursés. Mais pas toutes les caisses, je te dis. La mienne, elle n'accorde que pour le premier semestre. Non, mais c'est un abus de droit. Tu peux attaquer. C'est un abus de droit, ils n'ont pas le droit. Je ne veux pas les attaquer. On s'en occupe si tu veux. Alors bon, en gros, si nous on fait des modes dégradés, on croise les doigts. Bah ouais, c'est ça. Oui, si vous n'avez pas l'autorisation de votre caisse. Après, y a dans le 22, ils ont autorisé pendant la période de confinement à faire des FSE en mode dégradé. En Alsace aussi, ils ont autorisé, mais ils l'ont fait qu'à l'oral. Ils ont même fait une réunion, je crois, mais que à l'oral. Donc c'est plus compliqué. Donc, mais j'en ai parlé avec Courtois, donc sincèrement, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de problèmes avec ça. Je ne pense pas qu'ils viennent vous embêter avec ça. Alors, si on a vu nos patients par vidéoconférence, oui, pour un suivi et tout, d'accord, on assurait le suivi. Après, si c'était pour une consultation, la consultation à distance, ce n'est pas validé chez les dentistes et les orthos. Donc, pas de facturation ni rien. Si c'était ça la question. Alors, ça sort d'une publication MELAG. Dans MELAG, il parle du recyclage des FFP2 avec leur système AE. Ce n'était pas un système AUV. Le système AUV, je ne sais pas d'où ça sort. Mais le problème du truc MELAG, c'est que nous, on a une publication de la haute
l'autorité de santé qui dit l'inverse. Ou en tout cas, qui ne peut pas garantir. Donc, en fait, dans ce cas-là, ça n'existe pas. Mais l'UV, c'est encore autre chose. Quand on fait 3 FSE, 3 mois de retard, normalement, ce n'est que pour les orthos. Les FFP2, les FFP, normalement, ce n'est que pour les orthos. Alors, FFP1, FFP2 et FFP2, j'imagine que c'est ça la question complète. Là, il n'y a pas de prénom, c'est utilisateur 010927. Les FFP2, non, c'est pas que pour les orthos, c'est pour toutes les personnes qui sont dans la salle au moment où il y a un soin avec aérosol. Si on a vu nos patients par vidéoconférence, en fait, la télémédecine n'existe pas en dentaire. Donc, ça n'a pas de valeur ni de fondement légal. Nicolas, tu avais plusieurs questions d'Émilie que je t'ai envoyées par texto avant le… Mais là, il y en a plein d'autres. Confinement. Si FSE fait en mai au lieu d'avril, ouais, c'est pas grave. Si quoi? Si FSE fait en mai, bah oui, ça décale les semestres suivants, forcément. Ça décale tout d'un mois, hein, ça, bien sûr. Alors, moi, quand je fais la simulation, j'ai une aide à 0. Ah, bah, pas de bol. Tu veux mettre du chômage partiel ou pas? Bah, j'ai des messages, il y a des messages qui arrivent, je ne suis pas seul maintenant, visiblement. Comment je peux dire à mon employé qu'elle est en surpoids? Comment je suis censée le savoir? Bah, il faut se réfugier vers la médecine du travail. Ouais, il faut téléphoner à la médecine du travail. Enfin, vous l'envoyez, oui. Je ne retrouve pas tes questions, Nico, là, dont tu me parles. Alors, je vais les lire, mais je pense qu'on en a traité pas mal. Hein. Ouais, il y a quelqu'un qui me dit de lui dire de faire un régime. Ouais. De faire quoi? Ça va pas passer quand même. Un régime, hein. Sur les tests de dépistage, parce que tu as passé assez vite et ça intéresse beaucoup de monde. Il y a une autre réponse, c'est en la mettant sur une balance. Oui, mais ça, oui, c'est sûr. Mais bien sûr, mais bon, ça va être compliqué, quoi. Alors... Oui, Nicolas, il y a oui. souvent ça revient. Où en est-on sur les tests de dépistage? Tu es passé assez vite tout à l'heure. Les tests de dépistage, pour l'instant, alors, il y aura l'annexe sur les tests qui sera publiée cette semaine avec Jean-Michel qui nous a rejoint. Là, on se voit demain, on se voit, oui, on se voit comme ça. On se voit demain virtuellement pour finaliser tout ça. Bah, il est en train de dire que c'est la prochaine mise à jour, justement. Voilà, c'est ça. On dit la même chose, Jean-Michel. T'as vu, on est ensemble, on est copains. Alors, quelques questions. Les tests, pour l'instant, il n'y en a pas de fiable. Non, il n'y en a pas de fiable. Quelques questions où on était des tests de dépistage, on l'a dit. Les sols de la salle de soins doivent-ils être également lavés après un sol aérosolisant? Alors en fait, ça c'est une vraie question et effectivement, le bon sens, à mon sens, voudrait qu'on lave les sols dans le temps des 15 minutes où on évacue l'ensemble des aérosols. Voilà. Maintenant, est-ce que ça va être fait de manière systématique? Ça risque de pas être simple. Pas d'aspirateur? Bah non, pas d'aspirateur, parce qu'en fait, les aspirateurs, ça recrée des aérosols. Enfin, ça rattrape du virus qui serait collé et qui le renvoie un petit peu partout. Et en fait, dans les recommandations, il est précisé qu'il faut faire des lavages d'infection humides justement pour ça, pour capter et plaquer tous les germes. Alors, qu'est-ce que c'est que lavage et désinfection humide? Ben, en fait, c'est tout sauf sec. Je ne sais pas comment le dire autrement. Donc, ce n'est pas l'aspirateur ou pas le balai de sorcière là, pour nettoyer le sol qui fait de la poussière et qui la fait déplacer. Est-ce que l'utilisation du contre-angle vert sans eau est aérosolisant? Alors oui, en fait, dès qu'on a quelque chose qui tourne, ça crée une mini tornade et ça crée un petit aérosol, alors qui est plus ou moins grand, bien sûr. Et cette tornade, entre guillemets, dépend de la vitesse de rotation. Alors évidemment, sur un bac vert, ça va beaucoup moins vite. Et donc, forcément, la tornade va être beaucoup plus faible, mais on a quand même un petit aérosol. Pour le surpoids, bon, bah, ok, on en a déjà parlé. Donc, balance où on fait comme on peut. Doit-on avoir attendu d'obtenir toutes les aides pour demander l'indemnisation à la CNAM? Non, on n'est pas obligé. On peut minorer sa demande d'aide et puis après la revalider, on l'a dit tout à l'heure. Où en est-on de la possibilité d'indemnisation des téléconsultations? Il n'y en a pas pour l'instant, ça je l'ai dit, donc il n'y aura pas d'indemnisation a posteriori là-dessus. La téléconsultation en dentaire, il y a des projets qui sont testés, mais c'est des tests, et c'est plus dans le cadre des EHPAD que pour nous, et c'est sur des projets tests
de l'article 51 de la loi de finances de la sécurité sociale. Et des tests très locaux qui sont menés par des URPS, notamment en aérien aussi. Bon, les tons de la demande. Le consensus pour le bain de bouche, on en a parlé tout à l'heure, ça on a déjà répondu. Et puis voilà, j'ai répondu à toutes les questions que tu m'avais envoyées, Nicolas. J'ai répondu par écrit des fois à des questions. Ouais. Mais le problème de répondre par écrit, c'est que je ne sais pas si tout le monde lit les réponses, en fait. L'utilisation du spray aérosol ou du spray d'eau seul est considérée comme aérosolisant. Oui, oui, oui. Dès qu'on fait un mouvement d'air, en fait, on crée un aérosol. Il me semble que la spichir diminue de plus de 90% les aérosols. En fait, ça va dépendre de plein de choses, donc on ne peut pas s'appuyer là-dessus. N'est-il pas plus prudent de mettre des FFP2 systématiquement maintenant que l'on va récupérer en pharmacie? En fait, le risque, comme ça, avec un patient, en fait, vous vous rappelez du tableau qu'on avait fait avec les situations de risque. Le FFP2, c'est vraiment quelque chose qui va permettre d'avoir un niveau de filtration élevé, mais les masques chirurgicaux FFP1 type 2 ont quasiment le même niveau de filtration, donc là, il n'y a pas de problème. L'avantage du FFP2, c'est sa résistance au splash, donc au crachat. Donc là, pareil, avec une visière, on ne risque pas grand-chose. Et puis, la perméabilité périphérique qu'il peut avoir. Quand on est face à un patient, en fait, la contamination par Covid, ça ne se balade pas comme ça dans l'air, en fait, c'est dans les aérosols, et ça va être du contact direct, donc les postillons, etc. Le patient a un masque, nous on en a aussi, une fois qu'il passe au fauteuil, on enlève le masque, on n'est plus en direction directe de sa bouche, on a une visière. Honnêtement, moi je ne mettrai pas de FFP2 toute la journée. Je ne pense pas qu'il y ait un risque, mais en même temps, ça reste mon avis. Les recommandations ont été faites pour ça, parce que la bibliographie dit la même chose, donc il n'y a vraiment pas de souci, sauf pour les aérosols. Maintenant, si ça peut rassurer, c'est très bien. Le problème que j'y vois, en fait, c'est la fatigue, parce que porter un masque FFP2 toute la journée, c'est crevant. C'est vraiment crevant. Vous verrez, au bout d'une expérience juste une matinée, on est content de l'enlever, le FFP2. Et après, j'y vois un autre risque, mais là, c'est plus d'ordre de gestion du personnel, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a commencé à mettre des masques FFP2, en fait, il y aura quasiment plus de retour en arrière dans la tête des assistants, parce que le risque existera toujours, alors que c'est une protection qui n'est pas forcément nécessaire. Alors, pour nettoyer le sol, et effectivement, il vaut mieux le faire à la fin des 15 minutes plutôt qu'au début. Okay, micromoteur imparpatient. Quel protocole appliquez-vous au micromoteur imparpatient? Alors là, j'imagine qu'on parle des rotatifs qui tiennent les fraises. Oui, c'est imparpatient. Une fois que le patient, une fois qu'on a utilisé un rotatif, il y a une directive de la DGS qui existait déjà avant Covid, qui était peu respectée. C'est qu'en fait, entre chaque patient, on doit purger pendant 30 secondes les rotatifs en les faisant tourner à vide. Je sais que tout le monde le fait, ça, bien sûr. Donc c'est mouillé quand on enchaîne, non, on attend que ça sèche avant de continuer. Donc, ça fait perdre du temps, en fait, le rythme va être vraiment diminué. Donc pour les pour les rotatifs, oui, c'est un par patient, et puis il faut décontaminer, désinfecter et stériliser si possible son matériel rotatif à chaque patient. Si l'assistante n'arrive pas à mettre le FFP2, est-ce qu'on lui fait signer une décharge? Non, si elle ne peut pas mettre son FFP2 et qu'on fait des soins avec aérosol, en fait, elle ne rentre pas dans la salle. Ça fait partie des équipements obligatoires, elle doit les mettre. C'est une obligation, elle n'a pas le choix, en fait. Elle, si elle estime que ce n'est pas nécessaire pour elle, c'est tant mieux pour elle. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, elle engage la responsabilité du praticien, et ce n'est pas au praticien à supporter ça. Donc, il n'y a pas de décharge à faire signer, ça n'aurait aucune valeur. Les recommandations existent, elle doit respecter les recommandations. Comment gérer une assistante qui vit peut-être avec une personne à risque, qui veut éviter les aérosols? Non, se rapprocher du médecin de la personne à risque pour qu'elle donne son avis. Faut-il faire passer des tests à nos salariés? Non. Comment? Non, j'étais en train de lire la même chose que toi. Dans le cas de soins sans assistante, l'assistante qui passe nettoyer après la fin du soin n'est plus dans le... Oui, en fait, oui, nécessairement, puisqu'il y a encore l'aérosol. Donc, une assistante qui n'est pas au fauteuil, mais si on a fait un acte avec aérosol, puisqu'on a dit qu'il restait dans l'air jusqu'à ce que l'air soit renouvelé dans la pièce,
il faut que la personne qui rentre immédiatement après ait un masque aussi pour se protéger. Parce qu'en fait, l'idée du FFP2, c'est vraiment de lutter contre les aérosols et la contamination par ce biais. Alors, ce qui est possible de faire si on ne veut pas donner de FFP2 à son assistante, ou pour l'autre de tout à l'heure qui ne voulait pas en mettre, c'est que le praticien, à la fin du soin par aérosol, ouvre la fenêtre, ferme les portes, attend un quart d'heure avant de faire rentrer son assistante. Bon, bah après, ça devient compliqué au cabinet. Là, il n'y a plus de questions qui tombent, c'est incroyable. Je réponds aux questions écrites. Hein. Mais réponds à l'oral aux questions écrites, Nico, parce que ça peut intéresser plein de gens. Sinon, j'ai fait des TO 5 et 15 en visio pendant le confinement. À quelle date me conseillez-vous des côtés? Donc, on ne fait pas de visio, ce n'est pas reconnu par la caisse. Donc, il faut faire le bilan physiquement au prochain rendez-vous du patient. Oui, ça, c'est juste pas possible en fait. Hein, ça n'existe pas. Hein. Ça, c'est vraiment prendre le. Un minima au prochain rendez-vous. C'est tendre le bâton pour se faire battre, hein, vraiment. Lorsqu'on meule une plaque palatine, est-ce que c'est considéré comme un aérosol? Oui. Une question que je ne crois pas qu'elle soit sortie. Doit-on différer le collage d'attelle de contention si l'on micro-etch? Moi, je pense que les micros, les sableuses et les aéropolisseurs, enfin, là, je pense qu'il va falloir modifier notre technique. Les aéropolisseurs, en fait, c'est un des trucs qui génère le plus d'aérosols. Donc, le micro-etch, c'est ça. Donc, non. C'est un aérosol. Je pense que ça va être un des protocoles qui vont être mis de côté pendant quelques temps. Hein. Non, enfin, il faut attendre 15 minutes. Voilà, c'est tout, c'est que ça fait perdre. Si on a un acte de 45 minutes, l'aérosol n'ayant eu lieu que les 5 premières minutes, peut-on aérer pendant l'acte et éviter une pause de 15 minutes à la fin du rendez-vous? Alors, sincèrement, je pense que le nuage serait passé, que l'aérosol aura été évacué. Le problème, c'est qu'on n'est pas à l'abri de mettre un petit coup de soufflette en cours des 45 minutes de collage, juste pour je ne sais pas quoi faire, et ça repart à nouveau pour 45 minutes. Ça ne me semble pas très raisonnable de le faire, et on est vraiment très borderline, oula, en le faisant. Pour les feuilles envoyées pendant le confinement, peut-on du coup rajouter le décalage en fin de semestre? Je ne comprends pas. Quelle feuille, du coup, puisque c'est déjà envoyé? S'ils ont envoyé, c'est que ça a été payé. Mais moi j'ai envoyé des. Et envoyé par mode dégradé, c'est. J'ai envoyé quelques feuilles de soins en mode dégradé le 16 mars. Et ben, je les rentre dans mes honoraires perçus sur l'aide de l'ACNAM. Hein. C'est pas, enfin, je veux dire, on va pas aller en prison. Hein. C'est pas très grave. Pour la stérilisation, les assistantes doivent-elles avoir un FFP2? Risque d'aérosol. Alors, en fait, oui, s'il y a une cuve à US, donc le couvercle est ouvert pendant qu'on s'en sert. Sinon, non. Je ne me rappelle plus le tableau. Le masque chirurgical est-il obligatoire pour la secrétaire à l'accueil si plexiglas installé? Oui, on avait dit que le plexiglas, s'il n'était pas protégé par un double masque, hein, donc le masque de la secrétaire et le masque du patient, ça devenait une zone de contamination plus. Parce que voilà, s'il n'était pas nettoyé tout le temps. Donc, il faut mettre un masque chirurgical, quand même. Là, c'est une bonne question. Si une assistante est contaminée, puis enfin, c'est une bonne question, elles sont toutes bien, mais si une assistante est contaminée, puis-je continue de passer ou oui, parce qu'en fait, toutes les mesures barrières sont censées être prises au cabinet. Donc, en fait, comme on respecte les mesures barrières, comme on respecte, c'est pas une personne proche, hein, l'assistante. En fait, la définition des personnes proches, c'est des personnes avec qui on vit, avec qui on peut éventuellement faire des bisous, partager un verre, etc. Donc, en fait, une assistante, bon, sauf a priori en tout cas, c'est pas censé se passer comme ça. Donc non, c'est pas une personne proche. Donc en fait, non, il n'y a pas à se mettre de côté parce qu'en fait, ça voudrait dire que le praticien aurait pu être contaminé sur son lieu de travail. Or, il faut vraiment se mettre en tête, il faut arrêter de psychoter. Nos cabinets, avec les normes que l'on a mis en place, seront probablement les zones les plus sûres qu'il y aura en France. Enfin, je veux dire, c'est juste insensé. On a un niveau de protection
dans un cabinet dentaire qui est bien supérieur à tout le reste de tout ce qu'on trouvera partout, les cabinets médicaux, même les hôpitaux, les boulangeries, les commerçants, les supermarchés. Non, il n'y a vraiment aucun problème, quoi. J'ai 2 fauteuils dans la même salle, ils sont espacés de 10 mètres. Est-ce que toute la pièce est concernée par les effets d'aérosolisation? Oui. Désolé. Donc en fait, là, il faut isoler le cabinet, éventuellement monter des cloisons en plexiglas à démonter après. Enfin, je sais pas, bricoler un truc pour isoler un poste vraiment. Comment Il y a un produit virucide pour le sol, oui, il faut utiliser des produits virucides. Ben ça va sortir de partout. Tous les produits vont C'est la avoir. norme 14476, EN On va la 14. connaître par cœur, cette norme. Hein. Comment gérez-vous les patients, professionnels de santé, donc potentiellement à risque, quotidiennement en contact avec les Covid+, qui sont en traitement ortho, mode de prise en charge? On remplit le questionnaire médical et on le protège, et on se protège. Et puis voilà. Et puis c'est bon, Après, en fait, non, après, il y a quand même une notion pour les patients qui sont des patients à risque de comorbidité importante s'ils déclarent un Covid. Il faut se poser la question de l'opportunité de faire un traitement maintenant. On peut être en mesure de se dire, ben non, en fait, ce patient immunodéprimé, ben, je ne vais pas lui faire prendre un risque supplémentaire avec de la promiscuité, même si le cabinet est sûr. En fait, c'est un patient qui vient se déplacer dans un cabinet dentaire, c'est pas l'orthodontie, c'est pas urgent, en tout cas, de le faire. On peut déposer et puis reporter le traitement pour plus tard. C'est pas satisfaisant ce que je vous dis, mais c'est comme ça que ça sera interprété après. C'est la balance du bénéfice-risque. Bénéfice-risque. Les maxillos, ils ont eu des recommandations qui sont assez strictes. Et je ne suis pas certain qu'ils puissent faire les dents de sagesse s'il n'y a pas de caractère d'urgence. Moi, je suis certain qu'ils ne pourront pas s'il faut faire une séparation de racines. Je suis sûr. L'écran plexiglas, non, bah non, c'est toi, Stéphanie. Ah oui, c'est moi. Je réponds à la question. Le FFP2 est censé être utilisable 4 heures. Est-ce que je peux le retirer au bout de 2 heures et le remettre pour les 2 heures restantes? Oui, l'eau de Javel, c'est bon. Pardon, je réponds. De quoi? Je te posais la question. Le FFP2, est-ce qu'on peut le retirer au bout de 2 heures et puis le remettre après? Non, dès qu'on l'a enlevé, c'est fini. Mais de toute manière, vous verrez hein, les histoires de FFP2 là, ou de KN95 qui sont les équivalents. Précision sur les DASRI. J'arrive après avec les DASRI. Les masques qui sont filtrants et avec une étanchéité périphérique, on peut les porter 4 heures sans les enlever, mais c'est hyper fatigant. Alors, plus que 4 heures, non. En fait, si, maintenant, il y a certains masques FFP2 qui sont garantis 8 heures par le fabricant. Mais alors là, en fait, je pense qu'on décède dans son masque. Mais oui, c'est comme ça. Au maximum, c'était recommandé 2 heures, puis 4 heures, maintenant 8 heures. Pour boire de l'eau, ben, en fait, avec un FFP2, ben, on enlève son masque, on le jette, on en prend un autre. Donc voilà, c'est vraiment une tannée. Et puis de toute manière, ça c'est une mesure dérogatoire. Hein. La vraie vie, hein, la vraie vie des masques, hein, c'est un masque, un patient. Là, on est dans une logique de conserver ces masques FFP2 pendant plusieurs heures, uniquement parce qu'on a du mal à en trouver. À partir du moment où le flux d'approvisionnement sera de nouveau calé, ça on travaille aussi là-dessus, on va repasser à un masque, un patient. Ce qui, mine de rien, sera mieux en termes de sécurité pour le praticien, beaucoup moins stressant à la fin de la journée, et puis plus confortable aussi, quoi. Enfin, plus onéreux, mais beaucoup plus confortable. Pour les DASRI, en fait, je l'ai dit au début, là, il faut se rapprocher des recommandations des chirurgiens dentistes pour la gestion des DASRI. En fait, on différencie les EPI qui ont été souillés et celles qui sont non souillées, et on considère qu'il y a des aérosols qui sont souillants et d'autres non souillants. Toutes les EPI qui vont être considérées comme non souillées partent dans les ordures ménagères avec un double sac, isolation pendant 24 heures avant d'être mis à la benne. Et pour tout ce qui est souillé, ça doit être considéré comme du DASRI. Et là, on arrive à un niveau où il y a 2 recommandations qui s'opposent, donc on va être un petit peu technique. C'est que je suis en train de répondre à cette question hein, sur les DASRI, donc qui s'oppose à un niveau un petit peu technique. C'est que la SF2H, donc c'est la Société française d'hygiène hospitalière, considère que les surblouses, les gants, les masques, etc., ça peut passer dans les poubelles ménagères à partir du moment où il y a encore une fois double sac, isolation 24 heures, à partir du moment où il n'y a pas eu de sang, c'est le seul liquide réellement concerné.
Et en fait, il y a toujours un article du Code de santé qui précise que pour nous, qui nous concerne nous, qui précise que les DASRI, que les EPI souillés doivent être mis dans les DASRI. Donc, en fait, c'est la différenciation qui a été faite après par les recommandations faites pour les chirurgiens dentistes entre EPI souillé, non souillé, aérosol souillant, non souillant. Donc en fait, après, ça sera encore une fois de la responsabilité du praticien de choisir son mode d'élimination des déchets. Les gants dans les DASRI, pareil, en fait, les gants, ça a touché un fluide, donc selon l'article du Code de santé publique, c'est censé partir dans les DASRI, selon la SF2H, double sac et 24 heures. Donc en fait, il faut vraiment juger du degré de souillure, alors je ne sais pas comment le dire, de son matériel. Faites comme vous pouvez. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que les DASRI, la gestion des DASRI, c'est un peu une blague administrative quand même, parce qu'on peut considérer qu'un Kleenex qui est utilisé, c'est super contaminant et contaminé. Ça, on va les jeter partout, dans les écoles, partout, qui n'ont pas de DASRI. Donc en fait, il faut savoir raison garder. On part de très très loin. Il y a beaucoup de cabinets où la gestion des déchets n'est pas faite, beaucoup. En ortho, beaucoup moins. On a un niveau d'équipement qui est un peu plus intéressant que les omnis souvent. C'est souvent le cas, pas toujours, mais c'est souvent le cas. Donc du coup, on est un peu au fait. Mais là, il faut essayer d'élever le niveau de tout le monde et commencer à jeter nos déchets en nature. Dans ce cas, toutes les protections féminines doivent toutes partir en DASRI. Non, mais on est d'accord. J'ai juste dit que c'était administratif. On ne fait pas les lois, en fait. On est juste pour vous expliquer les choses et vous dire que parfois, en fait, c'est ni blanc ni noir, mais c'est un peu gris. Et là, on est dans ce secteur-là. Pourquoi le fait d'enlever le FFP2 le rend inutilisable? Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est une norme, c'est comme ça. Et c'est comme ça. Voilà. Moi, en fait, c'est une question que je me pose. Porter un masque longtemps, 4 heures, 2 heures, etc., ça va dépendre de la quantité d'humidité qui va imprégner le masque. Donc, ça va dépendre de l'activité du praticien. Si vous avez affaire à un praticien bavard comme moi, effectivement, au bout d'une heure, le truc est mort. Si c'est un praticien qui est plus réservé, non, en fait, au bout de 4 ans, ça va être bon. Doit-on condamner les toilettes des patients? Alors, c'est recommandé d'éviter les toilettes. Donc, oui, on peut considérer qu'on peut les condamner. Je vais vous donner mon exemple de ce que moi, j'ai décidé pour le cabinet. C'est de fermer de manière officielle les toilettes. Mais j'ai donné pour consigne aux assistantes que si elles voient quelqu'un qui est vraiment dans une détresse importante, de pouvoir le ouvrir. Voilà. Oui, je pense que c'est ce qu'on va tous faire. Mais, on ne va pas s'arrêter sur les toilettes, là, poser une autre question. Ah, voilà. Qui ont mis lave-linge, sèche-linge dans les toilettes handicapées. Condamner les toilettes. Encore un truc, si on retire le FFP2 par les élastiques sans le toucher, peut-on le remettre? Mais en fait, c'est une norme tout ça. Donc non, on ne peut pas remettre un FFP2 qui… En fait, vous faites… Alors, il faut bien voir un truc, c'est-à-dire que vous, en tant que praticien, vous faites absolument tout ce que vous voulez. Maintenant, si c'est une de vos assistantes, c'est interdit. Voilà. 46% des praticiens se contaminent au retrait de leur EPI, ce pourquoi la norme est que pays retiré ne doit peut-être pas être remis, car le risque… Ah ben voilà, merci, merci Isabelle. Quelles sont les précautions supplémentaires à donner au personnel d'entretien? Donc moi, je pense que ça passe par le DURP. On l'a mis sur le site il y a une dizaine de jours. Et puis, il faut l'adapter à son cabinet. Il y a des protocoles. Je ne sais pas, Nicolas, est-ce que tu penses qu'il y a des protocoles particuliers? Pour faire quoi? J'ai pas saisi. Personnel d'entretien. Il faut déjà lui faire signer le DURP. Alors oui, il y a le DURP à faire signer, il y a le schéma de ménage à lui indiquer, chose que tout le monde avait fait avant, l'endroit où on doit commencer le nettoyage humide et puis l'endroit où on doit le terminer sans avoir de zone où on revient contaminer ce qu'on a déjà nettoyé. Les tenues adaptées, donc il faut qu'il soit protégé, il faut qu'il ait une tenue pour le travail, il doit se changer au cabinet. Il faut interdire le téléphone portable du personnel de ménage et des autres personnels d'ailleurs à l'intérieur du cabinet. Ça risque de pas être facile, mais c'est comme ça, parce que le téléphone, c'est quand même un objet qui est hautement contaminant. Idem à l'intérieur des cabinets, une fois que le patient a mis son gel hydroalcoolique sur les mains, il faut lui interdire formellement de prendre son téléphone dans les mains, dans les salles d'attente, sur le fauteuil, dans les zones d'attente, partout, quoi. Vraiment, parce qu'il recontamine à chaque fois. L'autre
chose qu'on doit faire avec le personnel de ménage, c'est qu'on doit le former au risque infectieux qui est un petit peu majoré. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire, mais si ce n'est que de lui faire une petite réunion où on lui réexplique tout, la manière dont ça doit se passer, l'hygiène des mains, ne pas tousser son visage, etc., etc. Lui faire porter un masque chirurgical, éventuellement un masque facial, un écran de protection. Et comme ça, on est peinard. Si jamais c'est une société qui fait le ménage, donc qui vient au cabinet, en fait, il faut prévenir la société qui fait le ménage. L'idéal, c'est de les prévenir en recommandé à l'EKR, éventuellement de faire une annexe au contrat pour dire qu'on est dans une période un petit peu spéciale et lui demander et d'avoir la réponse de prévenir son personnel de ménage qui viendra dans vos locaux. Une autre question que vous avez rajouté dans les recommandations, c'est récent, ça date de mercredi, de couper la clim pour la période d'aérosolisation. En fait, pendant les soins avec aérosolisation, il faut toujours que la pièce, alors c'est un petit peu, c'est pas si simple. Il faut toujours que la pièce soit un petit peu ventilée. Donc en fait, il faut qu'il y ait une entrée d'air et une sortie d'air qui crée une circulation d'air qui soit non turbulente et régulière. Donc en fait, c'est les petites grilles qu'on peut avoir sous les fenêtres et une VMC dans la pièce. Donc ça crée une circulation d'air qui est non perturbante et qui permet à l'aérosol en fait d'évoluer sans venir se plaquer. Le problème de la clim, c'est que ça crée un flux d'air brutal qui fait que les aérosols vont être plaqués sur les surfaces. Ce n'est pas ce que l'on souhaite. Voilà. Donc, pendant les aérosols, si c'est possible et que ça permette des conditions de travail normales, parce qu'on est aussi coincé dans ce cas-là, c'est encore une zone grise, par le Code du travail, dans lequel on ne peut pas exposer ses salariés à des entreprises ou à des taux d'hygrométrie très importants. Donc, encore une fois, il faut jouer son rôle de chef d'entreprise et faire un choix sur ce qui est possible et ce qu'on a le droit de faire, et puis naviguer entre les deux. On n'est pas dans un pays facile au niveau des normes. Ça, franchement, c'est pas si simple. Et donc, ce qui est écrit, c'est que si c'est possible, en fait, il faut couper la clim au moment où on réalise l'aérosol. On coupe la clim aussi pendant les 15 minutes. Donc, en fait, on fait le soin avec l'aérosol, on coupe la clim. Les 15 minutes de ventilation sont faites avec les fenêtres ouvertes. Et à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, on peut remettre la clim. Mais non, pour le ménage, on ne fait pas signer une DERP pour la personnel de ménage, mais en tout cas, on prévient et on change le contrat ou on le fait intervenir dans le contrat où on a la preuve qu'on a prévenu la société de ménage et que cette société de ménage s'est engagée à prévenir ses salariés. Ça, c'est le DERP de la société de ménage et ça ne nous regarde pas en fait. Ah oui, c'est si la femme de ménage est notre salarié. Oui, oui. Et voilà. Il y avait une question sur les charges patronales qui sont effacées pour les petites entreprises. Quid de nous? Eh ben nous, nos charges vont être compensées par la demande d'indemnisation au niveau de la CNAM. Est-ce qu'on s'est fait avoir? Oui, on s'est fait avoir. Alors, si utilisation des toilettes, baisser l'abattant permet, au moment où on tire la chasse, permet de réduire considérablement le risque d'aérosolisation. Oui, c'est vrai, donc c'est un truc à faire. Il faut savoir qu'au départ, on pensait que les matières fécales étaient contaminantes à Covid, et puis finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait juste des traces d'ARN, donc les tests étaient effectivement positifs, mais que c'était non contaminant. Donc, c'est pas ce risque-là. Mais c'est plus que parce que dans les toilettes, ça fait à peu près 3 semaines que c'est connu, ça, mais c'est plus que dans les toilettes, en fait, les gens vont se laver les mains, s'essuyer, éventuellement se moucher. Enfin, il y a un risque de contamination et de déposer partout des choses qui est non contrôlable, puisque c'est un lieu fermé par le praticien et par l'équipe soignante. Durée de vie dans l'air, 3 heures, en fait, on ne sait toujours pas. Peut-on sabler un bracket et recoller sans précaution si l'on n'a pas préalablement passé dans l'alcool dans une sableuse de labo qui n'est pas située dans la salle de soins? Alors le problème, c'est que ça crée un aérosol, voilà, et que du coup le labo doit être fermé. Pendant qu'on fait ça, on doit avoir un masque FFP2, le personnel qui rentre aussi, et puis après, il ne faut pas rentrer dedans avant 15 minutes. Et puis si c'est dans si on le fait sous cloche là, dans les box de grattage de labo, après il faut décontaminer l'intérieur de ce box. Pensez à vos aspirations aussi, il y a un vrai sujet avec les aspirations. C'est-à-dire que l'aspiration qui va aspirer du virus, elle a une sortie d'air. Cette sortie d'air doit être au minimum filtrée, mais si possible, l'air de l'aspiration doit être rejeté à l'extérieur du bâtiment. Il se trouve que dans beaucoup de cabinets, oui, ça coûte moins cher d'utiliser un bracket neuf dans ces conditions. Oui, moi je pense aussi, Aurélie.
dans beaucoup de cabinets, le local technique contient le compresseur et à côté en lingual. Le lingual, ça va devenir très compliqué parce qu'il faut aussi sabler l'intérieur de la bouche. Le lingual, ça va devenir compliqué là, durant cette période. Le compresseur et l'aspiration sont dans la même pièce. Ça arrive assez fréquemment. Et s'il n'y a pas de filtre ou d'évacuation d'air pour l'aspiration, ça veut dire que de l'air chargé en virus est réaspiré par le compresseur et réinjecté après dans la bouche de tous les patients qui suivent. Donc, il faut essayer de les séparer. Si ce n'est pas possible, vraiment faire une évacuation externe ou un filtre sur l'entrée d'air du compresseur et sur la sortie d'air de l'aspiration. Pour les aspi et compresseurs, c'est les filtres HEPA 13. C'est exactement ça. Sauf que tout le monde est en rupture de stock pour entre 3 et 6 mois. Donc, voilà. Réponse de Florian Laurent qui a co-rédigé qui est coordinateur, en tout cas responsable de la cellule Covid-19, c'est que si on n'est pas prêt à réouvrir, il ne faut pas réouvrir. Donc, voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'excite comme ça pour le Covid et pas pour tous les autres virus qui circulent tous les ans? Gastro, herpès, grippe, angine. Parce qu'en fait, on a rarement des virus qui font qu'on a les services de réa qui sont saturés et plus de lits en urgence, en réanimation. Donc voilà pourquoi on s'excite, parce que ça tue des gens en fait. Voilà. Et parce que ça. Oui, mais pas quand on aérolyse normalement. Bah, c'est toujours. Ça, tu as déjà répondu tout à l'heure. On change de cabinet, en fait, 3 ou 6 mois, rupture de stock, on change de cabinet. En fait, voilà. Dans les recos, c'est écrit. Si on n'est pas comme ça, oui, on change de cabinet, on ne travaille pas, on n'ouvre pas, on se débrouille, j'en sais rien. Mais c'est les recos, en fait. Mais je ne vais pas vous dire de faire un truc illégal ou qui vous mettrait dans les ennuis. À partir du moment où vous faites quelque chose hors recommandation, vous choisissez de franchir une ligne. C'est votre responsabilité. Je ne peux pas vous dire mieux, en fait. Je sais que ce n'est pas très gentil ce que je vous dis, mais c'est ça. Doit-on nettoyer la tenue de la femme de ménage? Oui. Une DEP qui expire, qui a plus de 6 mois ou 11 mai à cause de la période de confinement. Ça, on n'en a pas discuté avec la caisse, donc il faudrait voir avec la caisse. A priori, il faudrait refaire une DEP qui remplace la nuit de la précédente. Moi, je pense qu'ils s'en foutent, sincèrement. Mais bon. Je pense qu'ils s'en foutent. Le filtre H13 va changer quelque chose. Ça, je crois que il parle pour les clims. Le filtre. J'envisage de décontaminer les appareils fonctionnels au préalable avant de les meuler. Est-ce considéré comme contaminant? Tout va dépendre du degré de porosité de la résine qui va être meulée. Voilà. Je ne peux pas répondre. Ça dépend du degré de porosité. Même si on le connaît, après, il faudrait qu'il y ait une étude qui montre. Donc voilà, c'est dangereux. Enfin, en tout cas, c'est considéré comme l'étant. La température de sortie d'air du moteur d'aspiration ne tue-t-elle pas le virus? Non. Doit-on nettoyer la tenue de la femme de ménage, même si c'est société externe? Non, c'est société externe, c'est celle qui se débrouille. Après, ça dépend du contrat. Voilà. Peut-on refuser à un patient qui vient sans masque? Oui. C'est du silicone. Alors, je ne sais pas ce que c'est le silicone. Qu'est-ce qui est du silicone? L'appareil fonctionnel. À meuler. Ah, l'appareil Après, fonctionnel. C'est l'appareil fonctionnel à meuler. Ça va dépendre, encore une fois, du degré de porosité, mais je ne sais pas. Meuler les plaques dans les cabines de sablage me paraît une bonne solution. Oui, moi aussi. Mais après, il faut bien penser que il faudra se décontaminer l'intérieur du truc, etc. Parce que là, ça va devenir la cabine de sablage, en fait, va devenir un très très haut lieu de la contamination croisée du cabinet. Vraiment, l'endroit où on met l'appareil, quand on le ressort, etc. Les braguettes de lingual dans un virucide. Oui, c'est mieux, mais après, il faut être sûr que non, si c'est mieux, en fait, toutes les précautions seront bonnes. Ça peut le faire tout à fait si on fait avec un virucide, si on met son FFP2, si on vient tout nettoyer, qu'on considère que c'est un aérosol et après qu'on évacue l'air, etc. Tout est bon là, c'est parfait. C'est juste que ça va devenir compliqué. Dans quoi décontaminer les appareils amovibles? Dans une solution virucide, donc la norme 14476 ou l'eau de Javel. Mais de même, si on alors, l'eau de Javel n'est efficace que si les appareils sont propres. C'est-à-dire que l'appareil là, bien dégueu avec du tartre, la plaque un peu molle et tout. Vous voyez celui-là, vous le connaissez. En fait, la eau de Javel et tous les virucides ne vont pas être bons. Il faut d'abord nettoyer l'appareil pour être sûr de ne plus avoir de virus.
De même, si on décontamine le boîtier avant de le sabler et de le recoller, est-ce considéré comme contaminant? En fait, c'est Moins que l'aérosol le corrosif, le bon. problème. Donc, c'est moins contaminant, mais il y a quand même un aérosol. Et si on le chauffe, si on chauffe quoi? L'appareil, le bracket? Oui, mais en fait, encore une fois, on est hors clou et hors choses normées. Donc, en fait, chacun après pourra adapter ses choses telles qu'il le veut, mais on n'a aucune garantie de quoi que ce soit. Une question qui revient, pour le sol de l'eau savonneuse, n'est-elle pas efficace? Alexandra Kerner. Si, je pense que ça doit être efficace parce qu'en fait, pour ce virus-là, mais c'est pas virucide de manière générale. Voilà. Mais pour celui-ci, oui, je pense que ça doit être, puisqu'il est encapsulé, le savon, c'est un tueur pour le virus. Là. Donc oui, je pense que oui, mais que pour celui-là. Donc après, il faudra refaire le sol avec un autre produit. Mais je crois que Nicolas a dit que l'on ne reçoit pas les patients présentant un facteur de comorbidité. Au moins un oui dans le questionnaire. En fait, j'ai dit qu'il fallait peser le pour et le contre et c'était la balance bénéfice-risque pour les patients qui avaient ça. L'embauche d'une assistante à risque de forme grave est-elle possible? Pour en décider, doit-on solliciter une visite de médecine du travail préalable à la prise de poste? De toute manière, pour toute nouvelle embauche, il y a une visite médicale préalable à l'embauche qui doit être faite. Ce n'est pas souvent fait, mais alors ça, c'est pareil, ça fait partie des obligations de l'employeur. Donc, si elle a un risque de forme grave et un risque de comorbidité, donc, et qu'elle n'est pas encore embauchée, il faut que de toute manière, pour être embauchée, on fasse la visite médicale. Il est probable que le médecin du travail lui dise ne va pas travailler. Donc, c'est peut-être pas opportun de l'embaucher. Voilà. Je ne sais pas. Après, c'est au praticien. Si c'est la perle rare et qu'on considère que c'est pas très grave, qu'elle commence par être en arrêt maladie, pourquoi pas, quoi. Mais c'est ce qui se passera. Enfin, c'est ce qui risque de se passer. Faut-il envoyer le document unique à la médecine du travail? Non, il est interne à l'entreprise. Par contre, il doit être signé par tous les salariés et mis à jour chaque année. Avez-vous une solution pour désinfecter les appareils photo? Non, je me la pose aussi. Et ça m'ennuie beaucoup. C'est pour ça que je te pose la question. On n'a pas de solution pour beaucoup de choses. Ouais. En fait, si pour les appareils photo, j'ai commencé à réfléchir, mais c'est peu pratique parce qu'en fait, on peut imaginer qu'on met l'appareil photo dans un. J'ai essayé là aujourd'hui, c'était pas si simple. Les appareils photo étanches, oui, ça c'est une bonne solution, mais si c'est un réflexe, c'est plus compliqué. Moi, ce que j'ai essayé de faire au cabinet, là, aujourd'hui, j'ai essayé ça, c'est de mettre les appareils photo dans des sacs de congélation et de prendre les photos avec en laissant juste l'objectif sorti et de changer le. Et ben en fait, ça marche, quoi. C'est assez simple à faire. Mais bon, par contre, ça prend encore plus de temps. Oui, dans les CO, voilà, c'est ça. Pour les caméras, intrabuccales, moi j'envisage de dévaguer le patient, de numériser et ensuite d'enlever la caméra de la pièce et d'enlever la colle quand il n'y a plus la caméra. Parce que c'est une tannée à nettoyer une caméra. Oui, il ne faut pas que la caméra. Enfin, dans la salle où si c'est possible dans votre cabinet, dans la salle où vous faites les aérosols, il faut vraiment qu'il y ait le moins de choses possible. Le produit de lavage du sol, ouais, norme 1476. Est-ce que je dois changer de surblouse à chaque soin aérosolisant? Oui. Ça rejoint la question à j'ai pas assez de surblouse, est-ce que je dois mettre un tablier de protection? Le tablier de protection n'est fonctionnel que pour les soins aérosolisants non souillants. Voilà, je réponds à la question. Ça, c'est dans la reco des dentistes. Hein. Donc, ça s'applique à nous parce qu'on est dentistes. Alors, on n'a pas reçu le mail du Conseil de l'Ordre pour les dentistes, hein, mais c'est disponible. Moi, je l'ai reçu. Ça dépend. Hein, ça dépend des praticiens. Bah, je ne m'explique pas ça, mais je l'ai reçu. Ouais, moi, je ne l'ai pas reçu. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site de l'Ordre national. Il y a il y a une page complète Covid et tout est mis là-dessus. Vous avez un fantastique webinaire où vous aurez la chance encore une fois de nous entendre pendant 2 heures, Jean-Michel et moi, sur ABC Dents où on fait les recommandations des dentistes. Voilà. Pour ceux qui encouragent, de 2h15 de normes. En rediffusion, c'est celle que tu as faite hier. Oui, on était 3, Florian Laurent et puis nous 2 là, les 2 orthos. Une autre question, DURP par praticien ou par cabinet, c'est DURP, c'est pour l'employeur en fait. C'est pour l'employeur, c'est pour la structure qui emploie. Ouais. Donc
C'est le gérant, en fait, c'est la SCM, quoi. Si c'est une SCM, SLR, le nom propre, nom propre. Voilà. Il y en a un qui me demande si je suis vraiment dentiste. Et bah oui, oui, oui. Oui, oui. Je n'ai pas reçu le dernier mail. Et en fait, elle n'a pas payé ni sa cotisation au syndicat, ni ses agents. Ah là là, je vais me faire taper dessus par Camille. Je l'ai même remercié pour son mail de 23h et quelques hier soir. Vous voyez. Qu'est-ce qui dépend des régions? Ça doit dépendre des régions. Ah, la réception du mail. Ah, Non, parce que c'était un mail national, hein, de la reco des dentistes. ceux qui ont reçu le mail, oui, merci. On nous redemande un petit résumé sur la décontamination des surfaces après un acte non aérolisant et… Ah non, après un acte aérolisant, après ou avant l'aération? Ah bah après l'aération. Parce que ça va tomber après. Enfin, ça va tomber. 14 jours. 14 jours. Combien de temps après apparition des symptômes Covid regroupons les patients? C'est 14 jours. Après apparition ou après disparition des Après symptômes? disparition, pardon. Oui. Ouais, après disparition des symptômes. Donc, on dit bonsoir à un iPhone. Bonsoir iPhone. Peut-on faire des surblouses maison avec des draps ou du voilage d'hivernage? Il faut un tissu déperlant, Ouais. imperméable. Oui, c'est obligatoire, les surpelouses. Pour les soins aérosolisants, c'est obligatoire. Et pouvons-nous avoir juste un ensemble blouse, pantalon pour les soins sans aérosol? Oui, bien sûr. Mais c'est obligatoire d'avoir des surblouses. Alors, on trouve des trucs en plastique dégueu version sac poubelle. Ça se trouve assez facilement, hein, au pire aller. C'est pas mal, quoi. Ça coûte rien en plus. C'est un énorme avantage. Avez-vous une idée de la date de réception des EPI? Ça dépend des EPI, en fait. Encore une fois, ce que je viens de dire, des surblouses version sac poubelle, ça, on peut en avoir assez facilement. Sauf que il fait chaud et c'est pas très beau. Pour les bilans, si on prend les examens au cabinet et qu'on fait l'explication du plan de traitement par téléphone ou en visio, on facture le bilan le jour de la prise d'examen. Là... Après, au rendez-vous suivant. Ouais. Quand on réexplique oralement… Ouais, il faut bien se mettre dans la tête qu'on ne peut pas facturer un acte qu'on a fait en télémédecine, en chirurgie dentaire. Ça n'est pas possible. Donc, il faut à un moment voir le patient physiquement, même si c'est très court, même si on explique tout par téléphone et que derrière, on s'assure juste qu'il est compris, il faut qu'on puisse justifier d'un rendez-vous physique. Et on ne le facture pas avant. Si on facture le bilan le jour de la prise d'examen, on n'est pas censé avoir fait le bilan intellectuellement. Donc, on est censé le facturer plutôt après, à la pose de l'appareil, par exemple, en reprenant les explications de manière briève. Bref. Pour une consultation simple, pas de surblouse, non, il n'y a pas d'aérosol. EPI, URPS. L'arrivée des EPI de l'URPS, alors c'est complètement dépendant des régions, les URPS. Il y a des régions où il n'y a pas de pays qui ont été fournis par les URPS, donc ça dépend de la région. Il faudrait que tu nous dises, peut-être on sait. Si c'est un URPS ami, entre guillemets, je pourrais probablement te répondre, sinon je ne pourrais pas. 200 € les 100 surblouses version sac poubelle dégueu avec manche en kit. Ouais, c'est ça. En fait, on peut trouver moins cher, on peut descendre à 80 centimes, même 30 centimes les surblouses avec les manches dégueu pour les plus dégueux. C'est 33 centimes exactement, non livré. Bon, là, je pense qu'on est en train de faire le tour, là, au niveau des questions. On tourne un peu en boucle. Je ne me rappelle plus, c'est quoi le filtre que j'ai demandé à mon installateur, Nicolas, qu'on doit mettre à l'arrivée de l'aspiration? EPA 13. EPA H13. H13. Et donc, une question, est-ce que si on met ça sur les clims, est-ce que ça change quelque chose dans les clims, c'est pas pareil. Souvent, les clims, elles brassent l'air. Et en fait, le problème de la clim, c'est pas tant que… En fait, alors ouais, ça dépend quel est le sens de la question. Est-ce que c'est pour l'URPS en Bretagne propose des charlottes, parfait. L'URPS Aquitaine, elle va livrer… oui, il va y avoir des choses qui vont être livrées dans l'URPS Aquitaine. Les délais, je ne les connais pas. Le HEPA 13 pour les clims, ça dépend comment on considère la clim. Est-ce qu'on considère la clim comme étant un élément qui va permettre de nettoyer l'air du cabinet en le refiltrant à travers des filtres? Ça, aujourd'hui, c'est non, ça n'existe pas encore.
ou sauf des systèmes hyper coûteux qui sont installés d'origine dans des blocs, etc. Donc, pas pour nous. En tout cas, ça n'a pas été vendu, c'est très, 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 très peu probable. Et voilà. Et après, c'est quid de l'entretien des filtres, la fréquence de changement, etc. En fait, c'est des systèmes qui sont clairement pas adaptés à notre utilisation. Et donc après, le risque avec la clim, c'est pas que l'air qui circule dans la clim soit filtré ou pas, c'est surtout que ça plaque les aérosols sur les surfaces et que du coup, ça contamine tout l'ensemble sur des endroits qu'on ne veut pas nécessairement voir se contaminer. Voilà, c'est ça l'histoire de la clim. Pour les clims, il faut nettoyer les filtres le plus souvent possible pour ne pas laisser s'accumuler les germes, les poussières chargées en germes. Donc, solution, toujours pareil, 14 476. Est-ce qu'il faut forcément des manches longues? L'installateur de clim, il a expliqué quelque chose, on ne sait pas quoi. Ouais. Est-ce qu'il faut forcément des manches longues? Oui. Pour faire quoi? Pour aérolyser. Oui. C'est dans les recos. Tout ce qui est stérilisation de l'air par les appareils, que ce soit ozone, que ce soit ionisation, que ce soit au plasma, que ce soit par filtre, que ce soit par UV, que ce soit par tout ça, en fait, on n'en sait rien du tout. Il n'y a aucune étude qui montre que ça a une quelconque efficacité réelle. Ça ne peut pas faire de mal, ça c'est certain. Quoique dans certaines études, certains installateurs expliquent que leurs concurrents font du mal. Mais en fait, pour l'instant, il n'y a rien qui remplace l'aération. Alors l'aération, c'est soit avec un système qui s'appelle CTA en air nouveau. C'est des systèmes d'aération qui récupèrent la totalité de l'air qu'il y a à l'intérieur d'une pièce, qui renouvellent le volume d'air de la pièce 6 fois par heure, et avec des filtres particuliers pour gérer la gestion de l'air et puis l'évacuation de l'air. C'est des systèmes compliqués. Et pour un cabinet qui n'aurait pas de fenêtre, c'est un système obligatoire pour pouvoir y travailler. J'ai bien dit obligatoire. Recours des dentistes. Il y a une question qui revient. On aurait pu passer plus de temps. Juste, oui, pour les clims, effectivement, il ne faut pas installer de filtre à l'arrache parce que les clims ne vont pas supporter, ça c'est vrai. Comment faire pour les assistantes qui vont avoir du mal à venir parce qu'elles ont les enfants qui ne peuvent pas aller à l'école? Alors, l'ordre a envoyé dernièrement, ça, tout le monde a dû le recevoir, des recommandations pour qu'on soit prioritaire, que ce soit les chirurgiens dentistes ou les assistantes dentaires. Il faut faire sinon un courrier à la mairie, à notre mairie, à la mairie de l'assistante, pour que l'école en tienne compte. Et sinon, on ne peut pas faire grand-chose de plus. Hein. Si l'école ne prend pas leurs enfants et qu'elle est obligée de les garder, on tombe sous le régime du chômage partiel. Si elle ne peut pas trouver un mode de garde. Au moins pour le mois de mai. Oui, au moins pour le mois de mai. Après, c'est fini ça. Enfin, c'est fini. Après le mois de mai, en fait, l'annonce, c'est de dire que le chômage partiel, la prise en charge par l'État allait baisser, mais on ne sait pas ce qu'il en sera du maintien des salaires ou pas. Donc, en fait, pour l'instant, voilà. Les assistantes sont-elles obligées de s'inscrire à l'ARS? Oui, c'est une obligation. Elles sont professionnelles de santé d'avoir un numéro comme nous. Depuis 2 ans? 1 an? Les enfants vont à l'école, il faut qu'elles aillent les chercher à 16h30. Ouais, enfin, ça, c'est comme d'habitude. Hein. Donc, il n'y a pas de changement là pour le coup. Alors, s'il y a une assistante qui vous demande un chômage partiel pour garde d'enfants, il est préférable d'avoir une attestation sur l'honneur de cette assistante, que son mari ne bénéficie pas également du chômage partiel pour le même motif. Ça nous permettra en cas de double, enfin, s'il y a un problème, on va se retourner contre nous si notre assistante a touché le chômage partiel alors que son mari aussi l'a touché. Donc, cette attestation va nous permettre de nous retourner contre l'assistante. Je ne sais pas si j'étais clair. Alors, dans les histoires de changement, donc pas de masque, ça, si les FFP2, non, pour les assistantes, non, pas de masque, elles ne sont pas considérées comme étant en avoir, elles font partie de notre contingent de masques. Si pas de fenêtre, j'ai dit que c'était un système CTA à air nouveau qui renouvelle 6 fois le volume d'air de la pièce par heure. CTA à air nouveau, et je crois que c'est Philippe qui m'avait posé cette question, je ne la vois plus. Dans ce cas-là, il faut relire les recommandations des chirurgiens dentistes qui sont que j'ai, si tu veux, je te les enverrai après. Et si pas de garderie maintenant, oui, dans ce cas-là,
tombe dans le système de je ne peux pas garder mes enfants et donc chômage partiel. Mais là, pour le coup, chômage partiel, c'est aussi travail partiel. Donc, ça veut dire que cette assistante qui a un problème pour faire garder ses enfants à partir de 16h30 quand on va aller les chercher à l'école, elle peut venir au cabinet travailler avant cette période-là. Et après, aller chercher ses enfants. Chômage partiel, c'est travail partiel. Ça veut dire que ça peut être juste sur une partie de la journée. Hein. Ce n'est pas la totalité de la journée ou de la semaine. Bon, mais écoutez, on a été jusqu'à 300, je pense. Le problème de l'absence de fenêtre que si aérosol, oui. Ouais, non, Nicolas a envie de continuer. Moi, je m'arrête jamais. Il y a des questions, je réponds, quoi. Voilà, c'est tout. Non, mais on tourne en rond. Problème de l'absence de fenêtre si aérosol, on a déjà répondu. Que si aérosol, oui. C'est que si aérosol, oui. Que pensez-vous des aspirateurs d'aérosol près de la bouche? Donc, oui, mais Oui, mais ça ne dispense de rien. il faut Voilà. quand même être équipé. Voilà. Mais pas d'aérosol du tout, c'est mieux. Oui, enfin, on va dire ça aux dentiste. On est ortho. Et il faut quand même qu'on utilise notre turbine un peu. Hein. C'est bien le problème. Bon, bah, merci à vous tous. On va clore un petit peu les choses là, parce qu'on a plein de merci et au revoir. Je ne sais pas du tout quelle heure il est, je ne m'en rends pas compte. Oui, c'est un petit... Il est 11h. Donc, merci à vous tous de nous avoir écoutés, supportés. En fait, vous a annoncé des mauvaises nouvelles toute la soirée, des trucs pas très sympas, et puis vous nous remerciez, c'est hyper gentil. Vraiment, c'est trop sympa, quoi. C'était top. Encore une fois, merci de nous faire confiance, merci d'adhérer à notre syndicat. Je refais un petit coucou à la cellule ODF qui s'est constituée en groupe, qui devient très uni et qui est très actif. Je pense que ce groupe perdurera au-delà de la période de confinement et c'était une belle aventure pour l'ensemble des gens qui le constituaient. Et puis c'est devenu mon fan club, donc j'adore. Merci à vous les filles hein, pour la plupart. Il y a aussi quelques garçons, mais merci à vous. Au revoir. Voilà, bonne soirée. Au revoir à tous.